Nous sommes mercredi 25 mars 2026 à Yaoundé au Cameroun. Mesdames et messieurs, bonjour et surtout, merci d'être toujours en direct sur Info TV. Dans le cadre de votre programme Espace Miné, nous ferons encore ce pourquoi nous sommes payés. Nous sommes payés pour vous donner l'information. Rien que l'information, mais alors, toute l'information. Nous sommes mercredi et nous allons encore faire la part belle à ces Camerounais et Camerounaises qui sont allés à l'extérieur pour multiples raisons. De toutes les façons, on les appelle les Camerounais de la diaspora. Pourquoi ils sont allés de toutes les façons? Ce n'est pas cela le véritable problème, mais le problème est qu'ils restent Camerounais, qu'ils soient de l'intérieur ou alors à l'extérieur. Ce matin, on posera une problématique fondamentale. La diaspora camerounaise et le régime en place se regardent-ils en chien de faïence? Quels sont les rapports que le régime en place entretient avec sa diaspora? C'est la problématique que nous soumettons à votre exercice ce matin, parce que vous êtes en direct sur le canal 6, mais également le canal 508 sur Canal Plus International. Rassurez-vous, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Tout à l'heure, TVB sera des nôtres pour la quintessence de l'information parue en kiosque. Vous aurez également votre dénonciation comme d'habitude. Merci de continuer à faire confiance à votre chaîne de télévision, qu'on le veuille ou pas, et qui monte encore. Nous allons accueillir ces Camerounais qui nous accompagnent ce matin. Je commence par le docteur en sociologie. Bonjour docteur. Bonjour monsieur Parfait ici. Comment vous allez? Je me porte très bien. Alors dans un contexte purement camerounais, avez-vous l'impression que la sociologie soit toujours importante, soit toujours nécessaire? Bien évidemment, les questions de sociologie sont de plus en plus des questions saillantes et des questions qui méritent d'être, ou des points de vue des sociologues méritent de plus en plus d'être pris en considération à toutes les échelles. Quelqu'un te dira que pour un pays pauvre et très endetté, nous avons besoin un peu plus des scientifiques, des industriels. Oui, des industriels, mais les industriels, les sociologues doivent les accompagner. Voilà pourquoi, à un moment donné au Cameroun, nous avons observé l'échec de plusieurs projets, de certaines politiques, parce qu'en amont, les sociologues n'ont pas été suffisamment impliqués, leurs points de vue n'ont pas été suffisamment pris en compte, et puis il y a eu des échecs. En quoi la sociologie peut aider le Cameroun? La sociologie peut aider le Cameroun à mieux concevoir les projets, à mieux asseoir l'adhésion des populations à certains projets. La sociologie peut aider le Cameroun à mieux intégrer les populations dans le processus de développement qui se veut inclusif. Vous êtes donc docteur en sociologie, vous êtes docteur Badel Essala. À côté de vous, on accueille monsieur Eyeya Amot Aloïse, qui est un homme politique. Il nous vient de ce parti que l'on appelle le MP3. Bonjour monsieur Eyeya. Bonjour monsieur Parfait ici, bonjour à mes co-discutants de la journée et surtout bonjour à ces milliers de spectateurs qui nous regardent de par le monde à travers cette chaîne républicaine qui nous donne l'honneur aujourd'hui de nous inviter. Une chaîne républicaine? Une chaîne, bien sûr. Elle n'est pas une chaîne tribaliste? Non, je pense que, en tout cas, toutes les émissions que j'ai suivies de cette belle chaîne qui nous fait l'honneur aujourd'hui de nous inviter, Info TV, j'ai toujours ressenti ce besoin d'édifier les Camerounais sur le besoin d'être un peu plus Camerounais et cet amour de la patrie. Alors je la qualifie sans risque de faire erreur d'une chaîne républicaine. Parce que moi j'ai un souci, il y a de temps en temps certaines personnes à leurs heures perdues qui qualifient Info TV de chaîne tribaliste. Bien, à chacun sa perception, parfois les perceptions sont biaisées par plusieurs facteurs, mais je pense que jusqu'ici, Info TV fait un travail vraiment à louer au point de vue dans l'édification des masses, l'édification de la population camerounaise et surtout ça contribue dans le patriotisme que nous avons envie vraiment d'impacter, d'infuser dans la vie des Camerounais. Alors qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'à un moment donné, en observant le microcosme audiovisuel du pays, qu'on puisse dire que telle chaîne est républicaine? Bien, d'abord il y a cet accompagnement envers les institutions, les idéologies de l'État,
la constitution et le vivre ensemble, la promotion du vivre ensemble et des valeurs patriotiques du pays. Quand vous faites la promotion de cela, alors on peut vous qualifier. Et vous pensez qu'on peut retrouver facilement cela du côté d'Info TV? Bien sûr, on peut retrouver cela, et puis c'est la raison pour laquelle nous avons volontiers accepté votre invitation, puisque on ne se mêle pas, le MP3 ne se mêle pas aux chaînes ou alors aux plateformes qui ne sont pas républicaines. Et il y en a au Cameroun, des chaînes qui ne sont pas républicaines? Bien, jusqu'ici, je n'ai pas encore eu cette occasion d'en rencontrer une, mais on saura identifier quand bien on pourra les... Mais avec un peu plus de recul, on peut quand même en trouver qui soient tribalistes? Bien, comme je l'ai dit, ça dépend des perceptions des uns et des autres. Faire la promotion de sa culture ne veut pas dire qu'on est tribaliste. Faire la promotion de la diversité culturelle du pays ne veut pas dire qu'on est tribaliste. Quand on fait la promotion de sa culture en ternissant celle des autres, comment on vous qualifie? Bien, là, ça devient une forme de tribalisme. Parce que si on fait la promotion de sa culture à nous, de notre culture, alors on n'est pas tribaliste. Mais si on commence déjà à indexer négativement d'autres cultures, alors on peut être qualifié de tribaliste. C'était la causerie matinale de ce matin, hein, avec le communicant du MP3. En face de vous, il reste mon invité permanent, c'est Alain Douk. Alain Douk, bonjour. Bien le bonjour, parfait, c'est un plaisir de te retrouver ce matin sur le plateau d'Espace Miné, 3e jet de la semaine. Je salue mes co-discutants déjà installés et avec ta permission, parfait, nos millions de téléspectateurs à travers le monde. Sans prétention aucune, je pense que nous allons crescendo par palier. Hein. On continue de grimper et je pense qu'on ne devrait même plus dire la chaîne qui monte et qui monte encore, la chaîne qui n'arrêtera pas de monter et qui est en train de tout caracoler dans l'écosystème. Donc, parfait, avec ta permission, je vais remercier ici, parce que tu sais, on le dit souvent, quand c'est bien fait, disons qu'on a bien fait. Je me suis plaint ici d'un problème d'électricité au niveau de mon secteur dans l'ensemble du côté du quartier Manguier. Voilà, Manguier, dans la zone de Alpha Night Club. Et justement, ça a pris le temps que ça a pris, mais Eneo a réagi et le problème a été résolu. Notamment ici, c'est l'occasion de saluer la diligence de notre secrétaire du chef de bloc, monsieur Bernard Nké, qui est toujours à l'écoute pour voir ce qui ne va pas dans le secteur et rendre compte à qui de droit. La situation a été résolue, mais je plains maintenant, parce que il m'a été rapporté que du côté d'Obam, Angola, il y a des gens qui vivent sensiblement la même situation. Toujours un problème au niveau du transformateur. Quelqu'un va te dire que vraiment, Alain Douk, tu commences à déranger. Hein? Tu as voulu l'électricité, on t'en a donné. Tu n'es pas là, le porte-parole de toutes les localités. Il faut un minimum de solidarité. Parfait, une solidarité républicaine. Comment tu veux bien manger, tu vois les gens qui ne mangent pas à côté de toi et tu es heureux. C'est normal. On se disait d'ailleurs qu'il y a une certaine honte. Voilà, à être heureux tout seul. Eux, ils vivent la même situation et ça m'a touché, et ça m'émeut. Eneo, faites la même chose du côté d'Obamongola. Allez voir ce qui ne va pas avec ce transformateur qui passe au temps à lâcher tout le temps et qui les maintient dans les ténèbres. Merci bien. Il nous a également retrouvés dans le cadre de cette production. Lui, c'est Arnaud Victor Eyada. C'est un soldat de la première heure de ce programme Espace Miné. Arnaud Victor Eyada, bonjour. Bonjour Perfecto, bonjour au panel ainsi qu'à ceux qui nous suivent à la maison. C'est toujours un plaisir de partager ces moments de télévision. Ses points de vue, ses regards, ses commentaires, ses analyses ont progressivement fait de lui quelqu'un qu'on présente comme celui-là qui ne met pas toujours sa langue dans la poche. Arnaud Victor, dans un contexte purement camerounais, est-ce qu'il n'y a pas un risque à souvent dire ce que l'on pense et à souvent penser ce que l'on dit? Bon, le risque, il est là et il a toujours été, il sera toujours là. Parce que quel que soit ce que vous dites, vous allez faire plaisir à certaines personnes et d'autres vont se sentir écorchés. Donc, je pense que la meilleure des choses, c'est d'avoir ses propres convictions et de se rassurer que lorsqu'on prend une position, ce n'est pas pour faire du mal, mais c'est beaucoup plus pour la cause. Une cause universelle qui parfois n'est même pas toujours partagée. Ouais, Alain Douk se plaint de la situation de l'électricité. Il y a quelqu'un qui est en train de dire quelque part qu'il dérange. Parce que lui n'a pas les problèmes d'électricité. Donc pendant qu'il se plaint, il y a quelqu'un qui est assis quelque part, qui n'a pas de soucis, qui dit mais celui-là boit à la télévision, il nous dérange. Non. Quelles que soient les prises de position qu'on a, quelles que soient les convictions, on va toujours faire plaisir à certaines personnes, on va blesser d'autres. Alors là,
la meilleure des choses à faire, c'est de se faire d'abord plaisir soi-même. Alors moi, je me fais plaisir en prenant mes prises de position, advienne que pourra. Si cela peut me faire du bien, que quelqu'un reconnaisse un jour que j'ai dit quelque chose qui a arrangé peut-être son quartier, me donne une bière au bar, c'est une bonne chose. Si un estime également qu'il doit me faire un petit café aux fesses dans un commissariat, je suis bon gré. Nous sommes des soldats. Je vais vous raconter une histoire. Hein. C'est l'histoire qui date pratiquement déjà de 5 ans. J'étais de passage dans la ville de San Melima. Et j'étais justement assis dans ce que l'on appelle vulgairement un snack bar. Et je prenais un verre de whisky. Et un monsieur est entré. Quand il m'a vu, il a fait d'abord comme s'il sursautait. Bon, moi j'ai vu son geste. Après, il est allé s'asseoir. Et je le suivais du coin de l'œil. Il ne faisait que me contempler. Je voyais qu'il avait d'énormes batailles dans son cerveau. C'est comme s'il se demandait, est-ce que c'est lui? Est-ce que je rêve? Et ainsi de suite. Une quinzaine de minutes plus tard, il a pris son courage. Il est venu vers moi. Il m'a dit, Monsieur Parfait, ici, bonjour. Je lui ai dit, bonjour, monsieur. Il dit, est-ce que ça vous gênerait que je puisse m'asseoir à côté de vous? Il a dit, bon, pas vraiment. Oui, vous pouvez vous asseoir. Il est venu, il a pris son verre, il est venu me retrouver sur ma table. Il me dit, parfait, ici, vous avez sauvé mon mariage. Il dit, comment ça? Je ne sais même pas qui vous êtes, qui est votre épouse, et tout, et tout. Je ne sais pas si vous êtes marié. Il me dit, non, écoute-moi. Il me dit, il y a pratiquement 1 an, ma femme et moi, ça n'allait plus. Ma femme m'avait attrapé pour une énième infidélité. Il dit, ah, tu reconnais? Il dit, oui, c'était une énième. À chaque fois, elle me pardonnait. Mais cette fois-là, elle m'a dit, tu exagères. Je pense que nous allons nous séparer. Et elle a introduit une demande de divorce qui tendait d'ailleurs déjà à prospérer. Ils étaient dans la même maison, ils avaient fait plus de 4 mois. Personne n'adressait la parole à l'autre. Ils faisaient des chambres à part. Mais ils avaient un truc en commun, c'est que les deux adoraient l'émission des 10 heures. Et habituellement, c'était quand l'autre regardait la télé, parce qu'ils avaient un seul téléviseur. Quand l'autre regardait la télé au salon, l'autre était dans la chambre. Toutes nos excuses, hein. Nous n'avons... Eneo vient encore de faire ce qu'elle a l'habitude de faire, alors qu'Alain nous venait quand même de les féliciter, entre guillemets. Alors, j'étais en train de raconter une belle petite histoire. Nous allons poursuivre. Hein. Donc, le monsieur me fait donc comprendre que ils étaient dans une situation... ils étaient en cours de divorce. Et ils avaient fait plus de 4 mois dans la même maison. Ils faisaient la chambre à part. Et donc... quand sa femme regardait la télé au salon, lui, il était obligé d'être dans la chambre. Et maintenant, quand sa femme ne regardait plus, c'est là lui était obligé de venir regarder. Parce qu'il ne pouvait plus s'asseoir ensemble. Malheureusement, les deux étaient donc des fidèles téléspectateurs. Heureusement. Ou alors, heureusement, du programme Espace Miné. Alors, ce jour-là, ils étaient obligés de regarder ensemble. Parce qu'ils avaient un seul téléviseur et qui était au salon. Ah, ils étaient obligés. Mais ils regardaient, personne ne disait rien. Tout leur regard était vers l'écran. À peine j'ai lancé l'émission et j'ai lancé une blague. La femme a éclaté de rire à gauche, l'autre a éclaté de rire à droite. Il me dit, parfait, nous nous sommes réconciliés. Et ma femme a retiré la procédure de divorce. Il me dit, parfait, tu as sauvé mon mariage. Il me dit, tu ne sais pas ce que tu fais pour les Camerounais et ceux qui regardent à travers le monde. Comme je buvais un verre de whisky, il me dit, est-ce que je peux t'en offrir une autre bouteille? Et comment? Je lui ai dit, volontiers. Vous êtes en direct sur Info TV. Vous faites bien de regarder la télé. Qui dit mieux?
TVB, bonjour. El Perfecto, bonjour. Bonjour à votre riche et impressionnant panel ce matin. C'est toujours un plaisir de partager ces moments de télévision avec vous et avec nos téléspectateurs à qui je dis bonjour ce jour. Nous disons donc bonjour à tous ces nombreux téléspectateurs. Lorsque TVB nous retrouve sur cette plateforme, il doit déjà faire un tour pour avoir la température qui prévaut au niveau de nos kiosques. TVB, que disent les journaux? El Perfecto, les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin présentent pas mal d'actualités et nous ouvrons cette revue de presse avec un journal de la maison. Il s'agit du tri hebdomadaire La Météo qui nous amène du côté du ministère de l'administration territoriale. La Météo parle d'aménagement à Tangadji, réhabilite la voie d'accès au ministère de l'administration territoriale. En dégradation avancée, le ministre de l'administration territoriale a ce 24 mars initié et financé des travaux de remblayage et de lissage de la servitude qui part du ministère de la Santé publique en passant par celui de la Justice vers le bâtiment qui abrite ses services pour le confort des usagers. Cette information est à lire en page 3 du tri hebdomadaire d'information, d'enquête, d'analyse et de reportage La Météo. Info Matin, numéro 1994 de ce mercredi 25 mars 2026, s'intéresse à l'an 41 du RDPC, l'Union Infumu Nord, sous le signe de la remobilisation. C'est à l'occasion de la célébration de l'anniversaire du parti de Paul Biya, 24 mars 2026, à Bazo, dans le groupement Yebokol, commune d'Ayos, sous la houlette du président de la section Paul Ndongobiko, par ailleurs maire d'Ayos. Militantes et militants ont été interpellés pour une introspection des résultats de la dernière élection présidentielle afin d'assurer des victoires sans bavure lors des prochaines échéances électorales. Information à retrouver ce matin en page 4 du quotidien Info Matin. La tribune, le tri hebdomadaire de Franck Duclerc-Billet parle également de la célébration de l'an 41 du RDPC et nous amène du côté de Betareoya. 40 ans du RDPC, Blaise Moussa renforce la discipline et élargit la base militante à Betareoya. La célébration du 41e anniversaire du RDPC à Betareoya a été marquée par une forte mobilisation, un appel à la discipline et un élargissement des rangs du parti avec l'adhésion des 10 militants du PCRN, une séquence politique qui met en avant la consolidation interne et la dynamique de terrain. Information à lire en page 3 du journal La Tribune. Le Miroir, dans son édition spéciale, s'intéresse également à cette célébration et nous amène cette fois-ci du côté de la Mefou et à Konon. Daniel Hippolyte Bikoué, le RDPC est debout à Konon et prêt pour les prochaines échéances électorales. Déclaration faite le 24 mars 2026 dans la salle du collège Stoll par le président de la section RDPC de la Mefou et à Konon Sud-Ouest à l'occasion de la célébration de l'an 41 du parti de Paul Biya. De la page 2 à la page 3, cette déclaration est présentée au journal Le Miroir. Cameroun Tribune, le quotidien à capitaux publics que gère Marie-Claire Nana, parle également de l'an 41 du RDPC. Réjouissance, vigilance, agilité. Hier 24 mars, l'ensemble du pays a vibré au rythme du 41e anniversaire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, avec en toile de fond la célébration de la réélection du président national à la tête de l'État en octobre dernier et l'élection de nouveaux dirigeants du Parlement sous la bannière du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Organisation mondiale du commerce face au miroir. La 14e conférence ministérielle s'ouvre demain à Yaoundé avec de multiples défis pour l'OMC, confronté à de nombreuses difficultés, dont celle de retrouver sa place de régulateur des échanges mondiaux dans un environnement où de nombreuses grandes puissances jouent la carte du protectionnisme. C'est un focus qui est à lire de la page 10 à la page 16 du quotidien à capitaux publics. Mutation de Georges-Alain Boyomo parle de l'an 41 du renouveau et présente les échos en Kolandom et en Vangan. C'est en page 9. Eau potable, le martyr de Kolofata, dans cette localité de l'extrême nord, comme dans bien d'autres qui subissent les affres de la secte terroriste Boko Haram, les populations ont du mal à avoir accès à la précieuse denrée et font face à des problèmes d'assainissement. Le constat est fait par le journal de Georges-Alain Boyomo de la page 6 à la page 7. Le messager de feu Pius Njawe parle de cette chefferie Bagam, SOS sauvant le trône, englué depuis plus de 5 ans dans une crise de succession qui menace la paix sociale, fragilise les institutions traditionnelles et entrave le développement local. Ce groupement situé dans les Bamboutos engage une longue marche vers la restauration de l'ordre et l'autorité légale, d'où l'appel lancé le 8 février 2026 par les élites et les forces vives. En page 8, on présente donc la chefferie Bagam ce matin et c'est le journal Le Messager qui en parle. La Nouvelle Expression s'intéresse à la prorogation des mandats, vive contestation de l'opposition à l'Assemblée nationale. Cette information barre la une du journal La Nouvelle Expression qui donne des détails en page 3. Le du Sahel revient avec cette réaction de professeur Falna Tobik, sociologue université de Ngaoundéré. La
mue au Parlement vise à affaiblir la base communautariste de l'opposition. C'est bien sûr ce que nous dit ce journal de la page 6 à la page 7. On parle du BIR et on nous amène du côté de la localité de Mbé ce matin en page 9. 5 otages libérés par le bataillon d'intervention rapide. L'œil du Sahel revient donc sur l'opération du BIR menée pour la libération de ces otages. Le jour nous permet de mettre un terme à cette revue de presse, acte 2 sur Info TV ce matin. Et le journal Le Jour parle de réforme de la Constitution, la mise en garde du projet C. Cette mise en garde est à retrouver ce matin, je crois, du journal d'Aman Mana. C'était bien sûr avec ce journal que nous refermons cette revue de presse acte 2 sur Info TV ce mercredi matin. Mesdames, Messieurs, de votre aimable attention infiniment, merci. Et sachez tout simplement qu'avec 400 francs CFA seulement, vous avez votre journal disponible en kiosque. Il s'agit bien sûr de 2 pièces de 200, 4 pièces de 100 francs, 8 pièces de 50, 16 pièces de 25, 40 pièces de 10 francs, 80 pièces de 5 francs, 400 pièces d'un franc CFA seulement collectées. Et votre journal vous est livré ce matin. Merci une fois encore de faire confiance à Info TV pour vous informer. Et merci El Perfecto pour cette magnifique tribune. Merci à toi TVB pour cette brillante revue de la presse. Nous nous disons à demain 10h. Merci, l'occasion pour moi de souhaiter bien de choses au maréchal de logis Caripago Benjamin qui est en service à la gendarmerie nationale. C'est un homme. Oui. Rarement on salue les hommes sur ce plateau. Hein? Oui, très rarement, très rarement. Vous savez qu'il faut saluer les téléspectatrices. Quand je salue des jeunes téléspectateurs, il faut comprendre qu'il fait bien de choses. Surtout même que le contexte est dans. Est-ce qu'il y a vraiment encore de grandes différences? Il y en a encore, parfait. Il y en a encore. TVB, Perfecto. mais toujours au centre de ta vie. C'est de ça qu'il s'agit. Bonne suite d'émission. Merci. Hein. Le RDPC a donc célébré avec faste leur anniversaire. C'était hier, hein, 41e anniversaire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Du côté de l'Assemblée nationale, on parle également de nomination, hein, de ce côté, nomination émanant du nouveau PAN, le nouveau président de l'Assemblée nationale, même si les mauvaises langues estiment qu'il y a déjà un vent de tribalisme au niveau de ces nominations. Beaucoup pensent également que ça ne va plus très bien entre le nouveau PAN et l'ancien PAN, l'honorable Kavayegue Djibril, au sujet de quelques véhicules. Une affaire de véhicules, surtout la Mercedes qui a été acquise l'année dernière, hein, le PAN y tient et il y tient. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions parce que vous devez être les premiers, chers téléspectateurs, à avoir la bonne et la vraie information. 10h, 11h52, c'est bien de regarder la télé. On remet la parole à Alain Douk, cette fois-ci pour la dénonciation de ce mercredi matin. Une nouvelle dénonciation qui va certainement bousculer dans les émotions, il faut le dire. On la doit, cette dénonciation, à une religieuse qui exerce son ministère ici, mais qui est étrangère. Donc elle vient d'ailleurs. Alors comme ça, elle a commencé à exercer son ministère dans une congrégation ici et tout se passait bien. Super bien depuis quelques années, où elle a eu l'opportunité justement dans la congrégation de tomber sur quelqu'un qui était plutôt très dévot aussi, très sérieux, toujours disposé, bienveillant, toujours au service, etc. Exemplaire même, entre guillemets, on pourrait dire. Et ce doit être cela qui, de fil à aiguille, les a rapprochés. Des gens très sérieux dans ce qu'ils font. Rapprocher comment? Rapprocher dans le cadre d'une amitié. Travail. Non, d'une amitié. Quel genre Quand la religieuse prend soin de toi, parfait. Et puis toi aussi, tu as
tu es une ouaille sérieuse. Donc, Non, voilà, sois un peu plus précis. comment ça? Mais je vous Ils ont dis, commencé à entraîner quel genre d'amitié? mais j'en viens. Ok. J'en viens. Non, C'est bon, pas- c'est bon, non, on est précis. Comme le monsieur était quelqu'un de très bien, selon ses propres dits, ils se sont rapprochés. Au point où ils n'en sont pas restés. Je sais que c'est là où vous voulez en venir. Mais c'est le nez du problème. Ils n'en sont pas restés donc à la simple amitié. Hein? Et vous dites que c'est une religieuse? Oui, elle est religieuse. Ah, c'est un détail encore Oui, important. une nonne. Voilà. Donc, elle est tombée amoureuse donc du frère en question. Donc, du fidèle en question. Et puis, ça a pris quelque chose comme 3 ans. 3 ans de relation. Oui, non, au départ, comme je te le disais, c'était simplement amitié. Et puis, finalement, elle est tombée amoureuse. Et puis, ce qui devait arriver, un de ces jours est arrivé. Bon, le problème, c'est que de ce rapport sexuel qu'ils ont donc eu ce jour-là, il y a une grossesse. C'est ça le problème. Et elle en a parlé à son amoureux, au fidèle, là, en question, qui lui ne veut rien entendre. Il sort des choses du genre, non mais c'est tu es un religieux, tu dois enlever ça, tout de suite. Incroyable quoi, incroyable. Donc du coup, il y a déjà ça. C'est-à-dire que être enceinte en soi déjà, c'est un problème, parce que là, il y a d'énormes enjeux. Elle va faire comment de cette grossesse? Parce que si elle conserve la grossesse, tu le sais parfait, c'est l'excommunication, c'est cette vocation-là qui sera totalement bottée C'est en automatique. touche. Voilà. Et il y a maintenant aussi l'incompréhension de l'auteur de la grossesse. Et là, vous voyez qu'elle est totalement déchirée. J'essaye de me mettre à sa place, c'est pas facile à vivre. Mais elle ne lui en veut pas. Et ce matin, elle pose ce sujet à la table de la dénonciation pour essayer de trouver auprès de la communauté télévisuelle quelques conseils sur la conduite à tenir. Vous imaginez bien, elle n'est même pas camerounaise, elle vient d'ailleurs. Comment gérer cette situation? Elle est totalement déchirée. Au moins, on attendrait de son amoureux un certain soutien, une concertation pour une stratégie commune pour sortir d'embarras. Mais il y a cette désolidarisation. Lui veut simplement qu'elle commette le crime de l'avortement et elle n'est pas disposée à le faire. C'est quand même une situation embarrassante. Hein. Bon, c'est ce que nous appelons vulgairement au quartier des sœurs. Oui, c'est une des sœur. sœurs. Voilà, c'est une sœur. Vous savez que chez eux, là-bas, ils font des vœux. Chasteté, pauvreté. Voilà. Donc, le vœu le plus important, c'est que être enceinte, c'est autre chose. Parce que si tu ne peux même pas d'abord connaître l'homme, comment tu vas tomber enceinte? Elles font ce vœu-là. Hein. Il faut qu'on fixe dans le problème. Oui, Elle ne va tout à jamais fait. connaître l'homme de toute sa vie. Un tout petit peu comme les prêtres catholiques romains. Je vais donc d'abord passer la parole au docteur Issala. Docteur, vous avez suivi la dénonciation de ce matin. Quel est votre commentaire? Bien, j'ai suivi la dénonciation avec beaucoup d'attention. Je commencerai par dire qu'il faudrait que l'Église catholique romaine notamment essaye de revoir ses règlements et son système de fonctionnement. Donc les sœurs commencent à avoir des gars. Permettez, monsieur Parfait, Ah, ici. d'accord. Il faudrait qu'on essaye de voir certaines choses sur le fonctionnement de cette Église, à laquelle j'appartiens d'ailleurs. Mais je ne suis pas toujours d'accord avec certaines pratiques ou certaines interdictions. La sexualité fait partie des pulsions d'un individu. Tout individu, fût-il prêtre, sœur et consort, a des besoins humains. Ce sont des besoins qui relèvent de l'humain. Lorsque quelqu'un a décidé d'embrasser la carrière de sœur ou de prêtre, que cela soit encadré tel que le font les pasteurs ou d'autres congrégations, toujours catholiques, qui permettent aux gens notamment de se mouvoir sexuellement. Cela n'enlève en rien le don ou la bénédiction que cela peut vous apporter lorsqu'ils sont dans le cadre de leur prière, leur élévation
et consorts. Entre-temps, quand même, docteur, on ne vous oblige pas. Hein. C'est un engagement que vous prenez en toute liberté. Pour le cas des prêtres, ils ont 7 ans, si je prends les prêtres catholiques romains, 7 ans pour devenir prêtre après le baccalauréat. Donc tu as 7 ans pour réfléchir. Est-ce que j'accepte que je ne vais jamais connaître une femme? À la fin, tu dis oui, j'accepte. Pour les sœurs, je pense que ça doit être 3 ans. Et pour les sœurs, même encore, une fois même devenues sœurs, elles ont encore une période là, peut-être 5 ans. On va me corriger tout à l'heure. Et là, elles font d'autres vœux. Ce vœu-là veut dire vraiment que j'ai déjà encore mûrement réfléchi. J'ai dit que je ne vais jamais connaître l'homme. Donc, on n'attache pas quelqu'un là-bas. À partir du livre de la Genèse, même déjà, où Dieu nous disait que allez multiplier, vous remplissez la terre. Une femme qui a le don de procréer, parce qu'il y a d'autres femmes qui ne procréent pas, qui a le don de procréer et qui tombe enceinte, pourquoi voulez-vous l'excommunier ou faire révoquer? Vous voulez qu'on voit une sœur enceinte et elle accouche? On n'est pas obligé de la balader partout, monsieur Parfait. On va donc l'attacher où? Non, ça va l'attacher. Elle reste dans un cantonnement. Les prêtres vivent dans des clichés, non? Elle reste là et puis elle accouche, puis la vie continue. Les restrictions qu'on fait à ce niveau, c'est ça qui entraîne parfois certaines perversions. Vous allez voir par exemple, et je dis que ça, je qualifie ça d'une hypocrisie généralisée. Quel prêtre aujourd'hui veut dire qu'il est vraiment chaste lorsqu'on observe le comportement des prêtres que nous voyons partout là? Donc, à un moment donné, il faudrait que l'Église catholique puisse se remettre en question parce que cet ensemble de comportements encourage la perversion, les déviations et puis ça ternit même le nom ou la réputation de cette église. Alors, quel est le conseil que vous donnez à la dame, la sœur, le monsieur avec qui il faisait souvent ces choses, et lui dit qu'il faut enlever cette grossesse, et contre toute attente, hein, c'est la dame même qui ne veut pas enlever, c'est ça? Non? Moi, je conseille vivement. La dame ne veut pas. Je conseillerais vivement à la dame de garder son enfant. Bon, si elle garde son enfant, ça veut dire qu'elle acceptait d'être chassée de la congrégation. N'en déplaise, elle peut partir de la congrégation et continuer sa vie. Sa vie n'est pas limitée à ça. Sa vie n'est pas limitée à ça. Je ne pense pas que le rapport qu'il a lié à son Dieu, ou au Dieu qu'elle sait, est congénitalement lié à l'appartenance à cette congrégation. Il y a une vie après. Qui sait ce que cet enfant pourra lui apporter demain ou après-demain? Merci beaucoup. Hein. Alors, notre ami du MP3, c'est un vieux problème. Malheureusement, on a beau cacher certaines hypocrisies, mais elles nous reviennent parfois en surface. Hein. C'est le cas de cette sœur en ce moment. Exactement. Avant d'entrer au séminaire, quand tu entres au séminaire, tu es bien conscient du fait que tu vas faire des vœux. Tout à fait. Des vœux de chasteté, de pauvreté et d'obéissance. Et tout religieux, puisqu'elle est religieuse, prend cet engagement profond en toute liberté et après une dure et mûre réflexion de s'engager. Alors, elle décide de ne pas répondre à l'appel primaire qui est l'appel à la procréation parce que le Seigneur Dieu demande d'aller se multiplier. Elle décide de répondre à une seconde appel, l'appel à la vie religieuse. Et elle le fait librement. Alors, au cours de la concrétisation de cet appel, c'est-à-dire elle est au couvent, je pense, elle fait donc un autre choix. Et je pense que c'est en toute liberté. Puisque on nécessite un certain âge de maturité avant d'entrer au séminaire. Alors, ça veut dire qu'elle a une certaine maturité. Alors, elle a fait un choix mûr. En toute liberté et en toute maturité, elle a fait le choix de se mettre en relation avec une autre personne et d'aller jusqu'à briser son vœu de chasteté. Et je pense que personnellement, elle a fait un choix. Et elle doit aller au bout de son choix. Et son choix, malheureusement, implique se dessaisir automatiquement de son vœu de chasteté. Et ce qui implique qu'elle devra quitter le séminaire. Parce que si, pour les sœurs, ce n'est pas le séminaire. Hein, le couvent, bon, le couvent. La vie religieuse, elle est déjà religieuse, même c'est encore pire. Parce que si elle a fait les vœux perpétuels, ça veut dire qu'elle a fait cet engagement à vie. Voilà, c'est ce nom-là qui m'échappait tout à l'heure. Voilà. Les vœux perpétuels. Les vœux perpétuels, ça veut dire qu'elle a pris l'engagement à vie. Et là, c'est compliqué. Parce que ça peut amener à l'excommunion. Donc, elle peut demander à travers ses supérieurs religieux qu'elle aimerait avoir une année de réflexion ou alors le temps d'aller accoucher, le temps de réfléchir. Parce que le problème n'est même pas l'accouchement, l'enfant, ce fait qu'elle a brisé son vœu de chasteté. C'est ça le problème. Parce qu'elle a fait un péché comme bien d'autres. Mais là, elle a brisé son vœu, son engagement personnel
envers sa communauté religieuse et envers le Seigneur. Donc, elle a pris cet engagement de le faire, alors elle doit mûrement réfléchir et je pense que la solution qui s'impose à elle, c'est de quitter le couvent. C'est vrai qu'à un moment donné, j'avais enquêté à Arnaud Victor et Yada au niveau des religieuses. Moi, je suis d'un Bankomo. Je ne vais pas donner d'autres détails. À l'époque, il y avait des très belles sœurs qui étaient au niveau de notre mission catholique. Vraiment, d'abord belles et jeunes. Hein. D'autres étaient même des Colombiennes. Lorsque nous allions en vacances, on les regardait avec beaucoup d'admiration. J'insiste qu'elles étaient jeunes et très jolies. Mais parfois, vous voyez seulement qu'elle a mis 2 ans là, au village. À un moment donné, vous ne la voyez plus. On vous dit que non, la sœur est allée en formation en Italie ou bien en Espagne. Et elle fait 2 ans et elle revient. Quand j'ai enquêté, on m'a fait comprendre que non, elle était tombée enceinte. Donc il fallait d'abord aller accoucher et revenir calmement et poursuivre son œuvre de Dieu. Je vous passe la parole. Pourquoi continuer à entretenir cette grosse hypocrisie au niveau de l'Église catholique romaine? Je ne ferai pas un procès à l'Église catholique, je n'ai pas qualité, mais j'achète votre constat parce que moi également, quand j'étais tout petit, ma grand-mère m'amenait tous les dimanches à la chapelle des Toutis, où j'ai grandi. Bon, contrairement à vous, moi j'ai fait un constat, c'est que les sœurs blanches qui étaient là étaient des vieilles femmes. Et les sœurs noires étaient des jeunes dames, bien formées, la poitrine et le derrière arrondi. Et le même constat, je l'ai fait, c'est qu'à un certain moment, elle disparaissait. Quand j'ai grandi, on m'a dit que justement elle partait accoucher. On vous disait que la sœur va en formation en Italie. Et il y avait toute une cérémonie à l'église, on présentait officiellement, les gens étaient contents, d'autres pleuraient. Bon, maintenant la question est la suivante, qui enceinte les sœurs? Oh, Arnaud Victor, pourquoi vous avez poussé loin vos enquêtes? Elles ne partaient pas au Sénat avec nous. Moi, je les rencontrais, je les voyais seulement à l'église. Des fois même, vous ne pouvez pas la reconnaître parce qu'elle a le voile et tout. Bon, maintenant, la question, c'est qui enceinte les sœurs? Alors, Victor, moi, je ne vais pas répondre à cette question. Moi-même, je m'interroge. Vous avez parlé d'une hypocrisie, je pense que c'est ça. Parce que c'est le concile de Nicée, c'est au concile de Nicée qu'on décide que les prêtres ne se marient plus. Et que les sœurs, justement, les vœux de chasteté et autres. Je suis d'accord avec ceux qui disent que c'est un engagement. Mais c'est l'engagement vis-à-vis des hommes ou de Dieu. Si c'est de Dieu, c'est un problème. Pourquoi? Parce que j'ai eu la grâce d'assister ma femme lorsqu'elle a mis au monde mon premier garçon au CHU. On m'a appelé qu'elle avait mis au monde un garçon. Quand je suis entré, au premier coup de vent, le premier coup de vent qui a frappé les poumons de mon fils quand il a vu le jour, il s'est mis en érection. Donc un bébé de 0 jours était tendu. Et j'ai fait un certain constat depuis... C'était un bébé bizarre, hein? Non. C'est que chaque matin, vers les 4 heures, il y a une partie de mon corps qui gonfle pour rien. Alors si vous me demandez de faire un vœu, empêcher à cette partie de gonfler, ça veut dire que je défie Dieu. Oh, je ne peux pas le défier. C'est la nature qui est comme ça. Biologiquement parlant, il est logique qu'à un certain âge, on est ce qu'on appelle la puberté, avec l'apparition sur le corps des caractères secondaires, la voix qui change, les pectoraux pour les hommes, la poussée des poils au pubis, la voix devient grave, chez les femmes, les seins, ainsi de suite. À un certain moment, lorsque vous voyez votre voisine aller puiser de l'eau, vous avez envie pour rien d'aller l'accompagner, de porter son faux. Et à la fin, il y a une récompense qui va vous soulager. Vous demandez donc à un homme de prendre un engagement pour que tout ceci ne se réalise plus. C'est fort. Il va prendre l'engagement vis-à-vis des hommes, des hommes, mais il sera rattrapé par la nature. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec cette sœur, malheureusement. Et elle est certainement tombée sur un gars bafia. Ah bon? Et je vous assure, ces gars sont virils. Ah bon? Ce qui est énervant, c'est que le gars maintenant a fini de prendre son pied, il se débarrasse de la sœur. Non, il devrait prendre ses responsabilités parce que elle est face à un dilemme. Avorter, elle a tué. Tout à fait. Spirituellement, c'est dangereux. Même si elle continue dans son parcours de nonne. Alors maintenant, si elle garde, elle va échouer sur un aveu qu'elle a fait aux hommes, vis-à-vis des hommes, mais elle aura sauvé une vie. Elle peut faire même un très bon mariage, ça peut être même une très bonne femme. Et je suis sûr que l'enfant sera un beau métis. Donc, moi, je vais parler à l'homme en question. J'ai l'impression que lui, il a été seulement religieux pour la drague. Parce que si lui-même était un bon religieux,
il allait prendre non seulement des précautions pour qu'on arrive au niveau de la grossesse, mais puisque le bien a été consommé et qu'il y a les fruits de ces biens, qu'il assume et qu'il encourage cet homme. Et il faudrait qu'il sache, je n'ai rien contre les mafias, je l'ai dit comme ça de manière triviale, que comme c'est un étranger, il représente tout un pays. C'est un Camerounais qui a enceinté une étrangère, donc c'est toute une nation qui est représentée. Donc il ne faudrait pas qu'il nous souille, qu'il assume. Si elle veut, elle démissionne, qu'il la récupère et qu'il fasse même d'elle son épouse, pourquoi pas. Elle aurait échoué sur un aveu qu'elle a fait aux hommes et la nature l'a conduit peut-être vers le bonheur. Moi, c'est ce que je pense. Merci Arnaud, Victor et Yada. Alain Douk, c'est vrai que si vous allez en détail au niveau de cette église catholique romaine, vous allez trouver beaucoup d'histoires. Mais comme par moment, cette église a l'art de souvent dissimuler un certain nombre de choses, vous n'allez pas voir ça à la télé, mais il y a plusieurs sœurs. À un moment donné, vous ne la voyez plus. Et vous ne la voyez plus, c'est peut-être parce qu'elle avait eu ce genre de problème. Elle est partie, elle est sortie de la vie religieuse. Que faut-il faire pour encadrer ce genre de choses au sein de notre Église? Bien. Déjà, je vais avouer que je suis quand même un tout petit peu solidaire de cette femme. C'est un gros déchirement. Déjà, au moment où elle se posait la question sur le sens de son vœu, ayant transgressé en ayant un rapport sexuel avec le monsieur en question, et bam, arrive la grossesse, deuxième choc, etc. Arnaud disait tout à l'heure que c'était au concile de Nicée qu'on a décidé du vœu de chasteté des religieux. Non, c'était au concile de Latran 1 et 2, c'était au Moyen-Âge. Bien, maintenant, j'ai entendu aussi dire que c'est l'œuvre de Dieu. Moi, j'en doute. Parce que si vous êtes dans l'œuvre de Dieu, vous restez focalisé sur ce que Dieu dit. Et vous ne prenez pas à contre-pied plutôt ce que Dieu a dit. C'est un problème. Dieu ne doit pas se contredire. Sinon, il y a un problème d'allogisme qui va se poser. Et de cohérence par rapport au Dieu en question. Parce que quand on dit là, quand ils ont institué là au concile de Latran 1 et 2, la chasteté des prêtres, ils disaient qu'en réalité, ils s'inspirent d'une certaine chasteté apostolique. Moi, je cherche dans la Bible la chasteté apostolique et je ne la vois pas. Quel apôtre n'avait pas pris femme qui a manifesté le vœu d'en prendre et il ne l'a pas fait? On dit que Pierre est le successeur apostolique du pape. Mais Pierre était marié, ouvrez, en Corinthiens 9, verset 5 à 6. Pierre était bel et bien marié et sa femme le suivait missionnairement partout. C'est écrit. Les gars étaient mariés. Ils jouissaient de la sexualité. Pourquoi vous imposez cette histoire aux gens? C'est insensé. Ça n'a rien de biblique et c'est pour ça que je doute. Donc ça vient de Dieu. Et j'ai fouillé pour me rendre compte que non, il y a une antique pratique liée au célibat qui était instaurée au niveau des prêtres en Babylonie, dans l'Orient ancien, et au niveau des vierges vestales. Auprès desquels, lorsqu'on venait dans les temples de l'Antiquité, justement, dans le croissant fertile, on venait dans les temples en question, on était divertis par les sœurs, les religieuses, les prêtresses vestales, et on avait même des rapports sexuels avec elles. Mais, on disait quand même, à cette époque-là, qu'elles étaient consacrées au service des temples de cette époque. Donc il faut pas faire d'amalgame, c'est-à-dire que si on dit qu'on est une institution qui promeut le Christ, il faut qu'on fasse des choses qui nous donnent l'impression qu'on est avec le Christ. Et là, les apôtres se mariaient, les disciples se mariaient. À part une exception comme Paul, qui, deux thèses existent, il a été soit même que nous adorons, entre guillemets, ces dernières années, ils avaient 50, 60, 70 femmes. Des polygames exceptionnels. Justement, dans la Bible, on voit bien des grandes personnalités bibliques qui étaient mariées et qui étaient polygames. Donc moi, ce que je veux dire, je veux ici fustiger... Alors, quel conseil que vous donnez à cette sœur? Parfait, vous avez déjà commencé l'amorce des conseils. Un choix s'impose. Soit on vit pour plaire à l'institution qui vous emploie, et là, justement, vous le savez, deux options s'offrent à elle, soit elle est excommuniée, soit elle cherche, au travers d'une certaine ingénierie, là, de l'occultation, comment, je sais pas moi, prendre un congé, aller quelque part, et faire comme vous avez dit, accoucher, et puis peut-être... On ne peut pas lui donner un congé d'1 an. Bon, c'est donc là toute la difficulté. On a beaucoup d'exemples, j'en ai déjà entendu parler parfait.
des religieuses qui justement sont tombées amoureuses comme ça et puis ont renoncé à cette histoire Et et ont épousé des hommes et ont fait leur vie. De même, on a aussi vice-versa des hommes qui peuvent renoncer à cette histoire. Et je connais aussi des gens qui étaient à la lisière de la prise de décision pour devenir prêtre et qui ont rétro-pédalé et qui mènent une vie normale aujourd'hui. C'est vrai que moi, dans mon cas, j'en connais moins qui étaient déjà prêtres et qui ont renoncé. Je ne connais que ceux qui étaient déjà aux portes et ont décidé de ne pas continuer. Mais je pense que ça peut le faire. Donc, elle peut décider de renoncer à cette histoire et de compter sur le soutien de Dieu pour donner une nouvelle orientation à sa vie. Oui, docteur Issa avait réagi. Je voulais ajouter à la suite, avec votre permission, monsieur ici, que si sanction il y a, il faudrait également que le monsieur, s'il est prêtre, qu'il soit sanctionné, même si c'est que la dame. Bien sûr, On n'a pas dit qu'il est prêtre. Il n'est pas. Non, lui n'est pas prêtre. Il n'est pas Les prêtre. religieux. Il n'est pas religieux. Il est religieux, mais pas prêtre. Bon, c'est une. Je sais pas si tous les C'est un fidèle. C'est un fidèle. C'est un fidèle. Bon, c'est un mercenaire, c'est un bon mercenaire qui a... Mercenaire comment? Bon, c'est vrai qu'il y a posé une question tout à l'heure. Hein. Quand vous voyez la vie des religieuses, des sœurs notamment, c'est une vie très rangée. Elles ne sortent presque pas. Et même s'il faut sortir, il faut donner des explications, il faut faire ci. Elles ne vont pas en boîte de nuit, elles ne vont pas au cabaret. Mais comment se fait-il qu'à un moment donné, tu vois une sœur qui est enceinte? Qui enceinte les sœurs? On va réfléchir. Hein. Alors, partons rapidement au niveau de notre messagerie. Bonjour, Monsieur Parfait. Ici, les prêtres font généralement le vœu de célibat, bien plus que de chasteté. Pour la dénonciation, je suggère à la religieuse de garder son enfant. Monsieur Parfait, ici, moi j'habite à côté du presbytère. En une seule journée, et il y a plus de femmes qui y entrent que d'hommes. Que vont faire toutes celles-ci là-bas? Bonjour. Lui, c'est là un autre problème. Je dis pourquoi les femmes vont beaucoup là, il y a les sœurs. Les gens ont des problèmes, ils se posent des questions, mais pas de réponse. Bonjour, perfecto. Et ton panel est riche en personnalité. De ma part, c'est un cas religieux dont nous devons nous référer à la Bible pour aider cette femme. Je voudrais dire... Elle a commis un péché dont il y a des exemples dans la Bible, la fornication, ayant fait le choix d'être épouse de Jésus. Conséquence, elle doit se confier à lui pour lui donner un homme pour mener une vie prévue par la Bible au sombre Boniface de Sano. Non, les sœurs là sont les épouses de Jésus. Hein. Ah, c'est bien. Jésus là a autant de force. Il faut relever un truc ici. Hein. Le paradoxe donc avec les vierges vestales, c'est qu'elles étaient vierges, elles ne se marient pas, consacrées au service du temple. Mais elle divertissait les gens qui venaient pour adorer dans les temples en question. C'est le grand paradoxe. Et c'est peut-être cette hypocrisie qu'on voit perpétuer aujourd'hui. Ils disent qu'on est dans le célibat, le vœu de chasteté, mais en arrière-plan, comme avec les vierges vestales, on a quand même des rapports sexuels, mais avec une catégorie précise de personnes. C'est bizarre, non? Bonjour, l'homme du 24 mars 1985. Ah bon? Suite à cette dénonciation, je pose la position de la religieuse. Invoquons la jurisprudence. Est-ce que les prêtres ou sœurs qui ont été excommuniés ne vivent pas après l'excommunion? Secondo, quel est réellement le rôle des sœurs dans le catholicisme? Elles ne célèbrent pas de messe. Si oui, elles distribuent juste la communion. Ceci m'a décrié. Mais vous avez des questions bizarres. Oh, moi je n'aime pas ça. Pourquoi vous posez des questions bizarres comme ça? Un autre message. Bonjour, Monsieur Parfait. Ici, plusieurs sœurs vivent cela parce que celles-ci se font parfois violer par les prêtres. Oh là là. J'espère que vous avez les preuves. D'autres sœurs se font avorter par les sœurs seniors de l'église de peur d'être chassées de la congrégation et de leur propre famille. Conseil qu'elles quittent de la congrégation, mais j'ai une peur pour elle parce qu'elle sera rejetée dans sa famille et société, d'où les suicides de certaines sœurs de l'église catholique. Mais qu'elle fasse confiance en Dieu et quitte la congrégation. C'est Emma depuis Douala qui envoie cette préoccupation. Nous prenons une autre préoccupation très rapidement. Alors, que dit ce téléspectateur? La présidence de la République travaille en ce moment sur une liste d'une soixantaine de jeunes recensés à travers le Cameroun, parmi lesquels devraient être nommés 27 nouveaux PCA, DG et DGA des entreprises publiques.
Je ne sais pas. Le monsieur, si, il répond à quelle, il répond à quelle préoccupation ce matin. Bon, d'accord, on a lu, hein. Merci pour l'information. Bonjour à vous. Pour ma part, je crois que le pape devrait briser cette barrière qui interdit aux prêtres, aux sœurs et à tous les autres d'avoir des partenaires pour le mariage ou pour le sexe. Moi, j'ai des cousins qui sont des enfants des prêtres et je connais plusieurs autres prêtres qui sortent avec plusieurs femmes. L'Église catholique doit mettre un terme à cette hypocrisie et laisser ces hommes et ces femmes s'épanouir en toute sérénité sans être jugés parce qu'ils sont prêtres parce qu'ils sont prêtres ou sœurs pour la dénonciation. Elle devrait garder son enfant. Qui a un autre message. Bonjour à vous sur le plateau, très belle émission. J'ai effectué un service une fois au nonce apostolique de Yaoundé et j'ai remarqué que non seulement il y avait plus de sœurs que les prêtres, mais qu'elles étaient bien chargées par derrière et belles. Patience de Damas, merci et bonne émission. Alors, vous allez du côté du nonce apostolique, au lieu d'être pieux, au lieu d'être consciencieux, vous regardez les choses bizarres. Exactement comme celle de Yada. Ça n'est pas bien. Moi, c'est Cristal Milan, depuis Yaoundé. Le monsieur en cravate rayée dit trop de mensonges. Bon, il y a deux messieurs ici en cravate rayée. Hein? Bon, ça ne peut pas être le modérateur quand même. Je n'ai pas de cravate. Voilà, donc vous êtes exclus. Alors, un autre message. Bonjour, l'impérateur parfait. J'ai une question. Pourquoi chez les catholiques, les prêtres ne se marient pas? Par contre, chez les pasteurs, ils se marient. Ah ben, c'est une option. J'ai heurté un téléspectateur très catho. Un autre message ce jour, hein, salut le panel, cette religieuse était consentante pour sa prévention, elle aurait dû utiliser les préservatifs et ça ne serait pas arrivé. C'est Abianda Dieudonné depuis Limbé. Peut-être que la religieuse n'aime pas manger la banane étant emballée. Je salue Abdel, c'est quoi? C'est acteur Maltador d'un fou. Et mon étoudi, grand frère Yada. Je suis du même avis que mon frère Yada, que ce monsieur assume sa responsabilité et qu'il représente valablement les Camerounais. Ça, on ne doit même pas prendre cela dans le cadre religieux. Sinon, il doit être poursuivi en justice. Nous nous arrêtons d'avoir la lecture des nombreuses contributions à ces niveaux. Vous êtes toujours en direct sur Info TV. Une touche pause s'impose. Avec Canal+, c'est royal. Quel programme souhaite voir Sa Majesté aujourd'hui? Les rois de l'Europe? Exceptionnel! Ou les reines du foot africain? Le Nigeria remporte cette CAN. Les nouvelles saisons de The Penthouse? C'est ma vie tout entière. Les coups de la vie? Tu es beau comme un petit prince. Nouvelles reines ou les reines du shopping? Je porte une robe de reine. Waouh! Les joyaux de la couronne n'attendent que vous. Pour vous honorer, nous vous offrons 15 jours à toutes les chaînes si vous vous réabonnez à votre dernière formule. En plus, le royaume s'ouvre à tous grâce au décodeur HD à 3000 francs dès la formule Access. La parabole et l'installation sont offertes. Est obtenu au terme d'un processus rigoureux de filtrage et d'analyse, ce qui vous permet d'étancher votre soif en toute sécurité. Buvez l'eau minérale Bonis, buvez la vie. Depuis 15 ans, le Cameroun débat et construit sa marche vers l'émergence. Fierté nationale, le SEGO est le cadre privilégié de dialogue des administrations publiques avec la nation. Il réunit l'État, les entreprises privées, les territoires et les citoyens autour des grands enjeux du développement. Pour sa 15e édition, le SEGO innove avec le village des 10 régions, le village carrefour des métiers et le renforcement du village de la consommation locale, vitrine du Made in Cameroun. Une édition placée sous le thème « Partenariat État-secteur privé, levier d'un Cameroun émergent » du 6 au 13 juin 2026 à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé.
Pour plus d'informations, contactez le cabinet Mon Communicateur, mandataire du gouvernement au 620 0021 95. Talent de l'action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. 2030 est une année cruciale, une année importante. C'est dans 4 ans. Le Cameroun, comme les autres pays de toute l'Afrique, fait face à des défis importants dans le domaine des énergies et dans le domaine des hydrocarbures. Il s'agit pour nos pays et pour le Cameroun en particulier de trouver des politiques intégrées en matière de développement des énergies, de fourniture d'énergie aux industries et aux ménages. Il s'agit également en matière d'hydrocarbures d'assurer l'exploitation de cette ressource primordiale, sa transformation et son utilisation dans le développement de l'industrie chimique et pétrochimique en particulier. Nous avons donc créé Oleum System Consulting, ce cabinet d'expertise qui a pour objectif de conseiller en matière stratégique les États, les acteurs industriels dans les projets de développement concernant ces secteurs. Après une longue carrière de plus de 30 ans, j'ai acquis donc une certaine expérience et j'ai décidé de m'associer à d'autres experts professionnels pour nous mettre ensemble et tous réfléchir et conseiller donc les États et les acteurs industriels. Pour toutes vos préoccupations et vos projets, contactez-nous dès maintenant. Vous rêvez d'un cadre idéal pour vos séjours à Yaoundé? Une seule adresse, Safari Hotel. Safari Hotel offre 40 chambres VIP et des suites et appartements ultra modernes. Le Safari Hotel, c'est aussi un bar-restaurant ultra chic, véritable carte postale, propice et discret pour vos moments de détente. Avec un parking avant et arrière sous vidéosurveillance et un groupe électrogène qui vous met à l'abri des coupures intempestives d'électricité. Le Safari Hotel dispose également des salles de banquet de 400 à 500 places, de conférences d'une capacité de 150 places, ainsi qu'un service traiteur pour vos événements. Votre hôtel 3 étoiles situé au quartier Sam dans le 3e arrondissement de la capitale, entre la SCDP et Garantie Express, est à 5 minutes du centre-ville. N'attendez plus, réservez au 694 77 74 68 677 76 29 32. Au Safari Hotel, c'est vraiment du safari. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous avez fait le bon choix, c'est sur le Regarder Info TV et surtout votre émission Espace Miné. Arnaud, Victor et Yada, ce matin, nous posons la question, celle de savoir si la diaspora camerounaise et son régime, le régime en place, se regardent en chien de faïence. On a eu l'impression depuis un certain nombre d'années que le régime et cette diaspora-là ne partageaient véritablement plus la même vision du monde. Première question, vous confirmez que les deux entités se regardent en chien de faïence? Si c'est le cas, qu'est-ce qui peut expliquer cet état des choses? Alors, pour confirmer ou infirmer, il va falloir partir sur les constats. Je vais d'abord définir de manière basique, et ça c'est vous qui m'avez appris à aborder les sujets comme ça. Tout à fait. Ce qui signifie diaspora. La diaspora est la dispersion d'un peuple à travers le monde, conservant les liens économiques, politiques et culturels. Conservant les liens économiques, politiques et culturels avec le pays d'origine. Ça, c'est la définition basique de la diaspora. Alors, qui est de la diaspora et qui ne l'est pas? Ça, c'est une autre question. Je suppose ici que ceux qui sont allés de l'autre côté, c'est-à-dire en dehors du Cameroun, même si c'est en Guinée équatoriale, en Occident, et ainsi de suite, quel que soit le moyen par lequel ils sont partis et qui sont restés des Camerounais, font partie de ce qu'on appelle diaspora. Le désamour qu'on peut lire entre une partie de la diaspora et le régime en place
a été manifesté après l'élection présidentielle de 2018 avec la casse des ambassades du Cameroun à l'étranger par certains, malheureusement, de nos confrères qui contestaient les résultats qui étaient au profit d'un candidat en lieu et place d'un autre que eux, ils auraient souhaité qu'il soit. À partir de là, même au niveau des réseaux sociaux, jusqu'ici, ça fait plus de 7 ans, ce désamour est manifeste au point où le lien culturel a été frisé avec des attaques perpétrées contre des Camerounais qui quittent le pays pour aller prester sur la scène, beaucoup plus en Europe, estimant que ces derniers auraient donné quitus au candidat vainqueur. Ainsi de suite, beaucoup de Camerounais, même journalistes, ont été enfarinés de l'autre côté parce que ces autres frères de la diaspora, ou confrères ou frères de la diaspora, n'acceptaient pas tout de suite que cela ait donné leur point de vue dans cette élection présidentielle. Au niveau des réseaux sociaux, ça a grandi. Et ce désamour est resté aujourd'hui au point où beaucoup ne peuvent plus aller en Europe prester, exprimer leur talent culturel. Je ne parlerai même pas du volet politique. On a encore vu lors de la dernière élection présidentielle avec ceux qui supportent un camp et ceux qui supportent un autre camp qui ne s'entendent pas et qui se tirent. Maintenant, je vais prendre un volet intéressant, le volet économique. Ouais. Lorsqu'on fait un tour dans les diasporas des autres pays voisins au Cameroun, en l'occurrence au Nigeria, on a quand même la nette impression que la diaspora contribue efficacement sur le produit intérieur brut, avec justement les échanges, tant sur les importations et que les exportations. Mais tout de suite, il est difficile de percevoir ça au Cameroun. Où est donc le problème? C'est là la question. Je ne vais pas ouvrir une autre brèche avec le problème de la double nationalité, qui peut-être un jour sera longuement débattu à l'Assemblée nationale, toujours une piste de solution. Mais on a tout de suite l'impression que la presque totalité des Camerounais qui sortent ne sortent pas par des voies légales. Ils sortent par des voies illégales, estimant qu'ils ont essayé de trouver terreau fertile. Chez eux, ils n'ont pas eu moyen. Ils sont donc allés se débrouiller de l'autre côté. Beaucoup ont la volonté de revenir, exercer et mettre en application ce qu'ils ont eu comme fortune. Mais il y a un hic. C'est où le hic? C'est la question. Et je sors quand même pour ce premier jet. Ouais. Avec un exemple. Qui montre à suffit que je ne vais pas parler du régime, mais je parlerai de l'État du Cameroun. L'État du Cameroun affiche la volonté de faire corps avec sa diaspora. Prenons le cas du plan triennal spécial jeune, avec l'enveloppe de 102 milliards qui a été déposée pour faciliter le financement des projets des jeunes. Il me semble que dans les prérogatives de ce projet, il y avait une part qui était réservée à la diaspora. Mais la question que je n'ai de cesse de me poser, sans vouloir demander à qui que ce soit de faire un bilan de cette affaire, est-ce que les projets de la diaspora ont véritablement été financés? Si oui, où sont-ils? Peut-être que si le Cameroun, par le touchement de cette initiative, a financé les projets, il faut densifier la communication à ce niveau pour encourager ceux de la diaspora qui ont cette bonne volonté de revenir ici investir. Parce que la volonté est là, les textes sont clairs, mais au niveau de l'applicabilité, est-ce que ça a été effectif? Donc, je pense que pour mon premier jet, c'est ça. La diaspora, elle est bien là. Il y a une diaspora consciente, une diaspora inconsciente. Mais qu'elle soit consciente ou inconsciente, lorsque vous échangez avec vos frères qui sont de l'autre côté, tous, à 90%, tous, ont la volonté de revenir manger le bon héros du Cameroun. Parce qu'ils vous disent, en héros, on peut se la couler douce, mais rien ne dépasse l'air qu'on inhale au Cameroun, qui est l'air frais. Mais maintenant, au niveau politique, peut-être qu'il y a une ou deux choses à revoir pour faciliter. Et c'est mon père qui me disait souvent que le pain de l'exil est toujours amer. Alors, Eyega Aloïse du MP3. Alors, au niveau quand même de votre idéologie, peut-être le mot est fort, au niveau de vos propositions pour un Cameroun, entre guillemets, nouveau, est-ce que l'aspect ayant trait à la diaspora vous préoccupe?
Bien sûr, merci pour cette question déjà. Au sein du MP3, nous avons toute une fédération dédiée à la diaspora. D'ailleurs, le lancement officiel de cette fédération se fera le 2 mai avec la présence du président national à Paris. Donc, nous consacrons tout un programme pour voir comment faciliter l'insertion économique de nos frères et sœurs qui sont allés, surtout, parfois c'est pas par leur propre vouloir, ils sont allés en Occident, ils ont traversé le pays, traverser la mer pour aller trouver d'autres possibilités qu'ils n'ont pas pu trouver ici au pays. Nous avons déjà une proposition de faire en sorte que l'intelligence, parce que la diaspora camerounaise regorge une intelligence vraiment à ne pas négliger. Nous avons des Camerounais de souche qui se retrouvent dans les plus hautes sphères de l'intelligence dans le monde. Et ces personnes-là peuvent véritablement, efficacement contribuer à la croissance de notre pays, au point de vue infrastructurel, même économique. Alors, on pense qu'il sera très bien pour le gouvernement, pour le Cameroun, pour l'État de prendre en compte les revendications de ces personnes-là. Et quand on parle de ces revendications, on parle nettement de ce que mon copaniste a parlé, d'abord de la double nationalité. Et on a envie de se poser la question, pourquoi cette diaspora, pendant plusieurs années, ne fait que revendiquer la double nationalité? Qu'est-ce qui freine? Qu'est-ce qui gêne? Et qu'est-ce qui manque pour que le pouvoir en place puisse accorder la possibilité à nos frères et nos sœurs qui sont allés en Occident de pouvoir jouir une fois de plus de la nationalité camerounaise. Nous avons proposé lors de notre manifeste durant la campagne présidentielle qu'on accorde justement non seulement la double nationalité, mais la multinationalité à ces Camerounais-là qui sont partis pour pouvoir faciliter leur réinsertion au pays et les aider à contribuer justement politiquement, économiquement à la croissance de notre pays. Parce que nous trouvons que ces personnes-là, nos frères et sœurs qui sont partis, ont encore beaucoup à contribuer. Et ils sont toujours restés attachés à notre mère patrie. Et ils sont vraiment, si les choses sont vraiment ouvertes, ils peuvent contribuer vraiment à notre croissance. Mais mon frère a parlé de l'apport économique, financier, surtout de la diaspora. Selon les recherches que j'ai établies, la diaspora contribue chaque année en termes de milliards. Il y a des transferts de milliards qui entrent au pays grâce à cette diaspora. Et ces milliards sont investis dans notre pays et contribuent à la croissance économique de notre pays. Donc ce n'est pas à négliger. Nous avons certes une diaspora qui... une certaine fraction de la diaspora qui ne semble pas être très républicaine. Mais on peut aussi se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'elle est devenue un peu plus rebelle? Peut-être que sa voix n'a pas été entendue. Peut-être qu'elle a pensé qu'il faut changer de tactique. Il faut trouver un autre moyen de pouvoir s'exprimer. Malheureusement, ils ont choisi les casses. Mais ce qu'il y a lieu de retenir, c'est qu'il y a une diaspora frustrée, qui a besoin d'être réinsérée, qui a besoin d'être accompagnée. Et c'est dans le devoir du pouvoir en place. Et qui les a frustrés? Les décisions qu'on a prises, les décisions qui ont été prises par le pouvoir en place. Et surtout, donc vous accusez le pouvoir en place. Cet empêchement-là, pour eux de jouir de cette camerounité qu'ils ont fondamentalement obtenue de par leur... Est-ce qu'il ne faut pas dire vraiment qu'au regard de certains agissements sur le plan politique, il serait un peu difficile pour le moment de voir ce pouvoir en place donner la main encore à cette autre diaspora? Bien. Il y a des antécédents. Mais est-ce que à cause de ces antécédents-là, on va bloquer cette possibilité à ces frères et sœurs? Qui doit faire le premier pas? Bien, l'État, patrie, la mère patrie, ceux qui ont en place doivent aller vers ces personnes-là, qui sont frustrées, qui sont dispersées. Ces personnes ne sont ouvertes au dialogue? Je pense qu'il y a encore... Est-ce qu'on ne retrouve pas des radicaux, des extrémistes? Mais ils sont combien?
Ils sont combien qui sont extrémistes? Ils sont une minorité qui sont en train de... J'ai vu que si vous suivez, surtout dans les réseaux sociaux, il y a des conversions. Il y a plusieurs d'entre eux qui sont revenus dans de meilleurs sentiments et ils pensent qu'ils peuvent contribuer d'une autre façon à faire bouger les choses. Parce qu'il n'y a pas que la double nationalité. Ils sont aussi en train de militer pour de l'alternance. Ils pensent que après avoir vécu dans un pays là où ils jouissent d'un certain confort, ils voient comment les choses bougent. Ils pensent qu'ils peuvent, d'une manière ou d'une autre, à travers les lobbies, à travers d'autres, peut-être de contributions, ils peuvent faire bouger les choses également, politiquement, au pays. Donc, il y a lieu aussi de les écouter. Docteur Essala, sur le plan justement sociologique, est-ce qu'il n'y a pas des conséquences que nous pouvons enregistrer lorsqu'à un moment donné, un régime en place entretiendrait des rapports pas véritablement, entre guillemets, orthodoxe avec sa diaspora? Lorsqu'un régime et la diaspora se regardent en chien de faïence, est-ce qu'il n'y a pas des conséquences sur le plan sociétal? Merci, M. Pafa. Ici, il y a beaucoup de conséquences, mais je commencerai par dire que les risques qu'on observe aujourd'hui, ou depuis un certain nombre d'années, comme le copaniste l'a dit tout à l'heure, depuis 2018, avec la diaspora et l'État camerounais, n'ont pas commencé qu'en 2018. Elle date même de la fin des années 50. Elle date de la fin des années 50. Souvenez-vous, lorsqu'on a décidé de supprimer les activités de l'UPC, beaucoup de Camerounais, de leaders, se sont expatriés. Ils sont allés dans la diaspora s'organiser pour mener la lutte, pour faire entendre la voix du Cameroun à leur manière. Ça, c'était des Camerounais qui étaient en ce moment-là à la diaspora. On peut citer quelques noms. Il y a des Abel Kingé, les Félix Moumier. Ils sont nombreux, même au Miobe à un moment donné. Ils sont allés jusqu'à l'ONU pour porter la voix du Cameroun, ou la lutte qu'ils menaient, pour se faire entendre. Cette lutte s'est poursuivie jusqu'au début des années 70, et puis il y a eu une sorte d'accalmie. Début des années 90, avec le contexte de la crise économique, vous avez vu ce qui s'est passé avec les villes mortes. Il y a eu, à l'université, il y a des manifestations qui ont abouti à la création de plusieurs autres universités, parce qu'à l'époque, c'était que l'université de Yaoundé. Tout à fait. Beaucoup de Camerounais se sont exilés, beaucoup sont partis en Occident. Constituer maintenant cette diaspora-là aujourd'hui, qui ont commencé à faire des manifestations dans l'activisme. L'activisme n'a pas commencé qu'aujourd'hui. Il y a eu à l'époque des célèbres activistes comme les Patrice Nouma, qui ont commencé ce travail depuis fort longtemps, avant de voir donc émerger cette nouvelle génération d'activistes qui ont des méthodes nouvelles, auxquels on était peu habitué jusqu'à une certaine époque, jusqu'avant l'élection de 2018, c'était pour arriver au niveau du copanéliste. Maintenant, parler des conséquences. Les conséquences sont énormes. Et avant de parler des conséquences, il faudrait d'abord revenir même aux origines. Qu'est-ce qui crée cette tension entre l'État camerounais et sa diaspora? Il y a comme une forme de rejet aujourd'hui de certains Camerounais, nombreux pour la plupart. Et cela s'est manifesté lors des résultats de la dernière élection présidentielle. Vous avez vu les résultats qui viennent de la diaspora. Beaucoup de Camerounais... Le RDP s'est perdu partout, dans la diaspora. Bien évidemment. Partout. Ça, c'est un aveu de rupture. C'est un aveu de rupture de banque. Beaucoup de Camerounais ne veulent plus voir cette élite dirigeante en place. Beaucoup de Camerounais veulent une nouvelle classe dirigeante. On veut voir une nouvelle classe politique émerger et gouverner ce pays. Voilà pourquoi à un moment donné, lorsque les gens ont le sentiment que, et je voulais dire, Dieu a donné une extrême longévité au président Paul Biya et à son système, à son pouvoir. Et les gens sont impatients aujourd'hui de voir ce régime tomber. Les gens sont impatients aujourd'hui de voir de nouvelles figures émerger. Les gens sont impatients de voir aujourd'hui un nouveau discours sur la place publique. Mais pourquoi ils n'arrivent donc pas à le manifester au niveau des urnes? Puisque le président a encore gagné à 53,66% lors de la dernière élection. Bon, on ne peut pas dire une chose et son contraire. On ne peut pas dire une chose et son contraire, mais j'expliquais pour faire comprendre les motivations qui amènent les gens à développer des formes de résistance. Lorsqu'un pouvoir est perpétuel, lorsqu'un pouvoir dure, lorsqu'un pouvoir est éternel, il crée des poches de résistance. On va donc aux élections pour renverser ce pouvoir. Bien évidemment, encore faut-il s'interroger sur la crédibilité des élections organisées. Qu'est-ce que tu veux dire de manière très concrète? Si les élections sont contestées, la plupart du temps, cela voudrait dire que le système qui les organise s'arrange à ce que le système soit toujours vainqueur. Okay, et c'est ce qui crée dans la contestation d'autres Camerounais qui estiment que leur voix ne compte pas. Vous pouvez voter et celui qui proclame un résultat contraire.
Les gens se sont donc... Vous voulez dire que c'est un jeu où c'est toi qui as le ballon et tu as le sifflet. C'est pas ce que je voulais dire en même temps. Mais il faut quand même... Les Camerounais se sentent frustrés, ces Camerounais de la diaspora se sentent frustrés et ont perdu tout espoir d'alternance au regard du fonctionnement du système actuel. C'est ça qui crée cette tension. Merci, docteur Essala. Alain Douk, la diaspora et le régime se regardent-ils en chien de faïence? Je pense qu'on devrait déjà faire le point sur l'expression chien de faïence pour que tout le monde qui nous écoute comprenne un tout petit peu de quoi il est question. On peut croire que cet idiome est compris par tout le monde ou ce langage métaphorique, pourtant ce n'est pas le cas. Donc lorsqu'on dit qu'on se regarde en chien de faïence, ça veut dire qu'on se dévisage, on se regarde avec froideur, peut-être indifférence, avec hostilité, inimitié. Voilà, on se regarde en chien de faïence. Ça traduit donc qu'il y a tension. Il y a conflictualité. Donc, c'est de ça qu'il est question. Sur le rapport de la diaspora et le régime, je pense qu'on peut interpeller les dernières statistiques, les derniers suffrages exprimés pendant la campagne présidentielle, je veux dire les élections présidentielles du 12 octobre 2025, pour essayer de voir si on pourrait trouver raison de justifier ce dévisagement hostile entre les deux partis au travers des résultats. Et là, on constate qu'on a eu un vote sanction, des suffrages sanction, qui traduisent bien un rejet arithmétique de la diaspora, un rejet statistique du régime par la diaspora. Or, avant ce rejet statistique, on avait déjà un chapelet des griefs assez important. Parce que la diaspora se pose des questions. Ils sont dans les pays de leur immigration, les pays qui les ont reçus lorsqu'ils ont quitté le leur, pour diverses raisons, on ne va pas revenir là-dessus. Ils regardent un tout petit peu la situation du pays pendant qu'ils sont ailleurs. Ils se posent quand même énormément de questions. Est-ce que le pays est gouverné d'une façon qui permette qu'ils puissent s'en réjouir? Maintenant, vous savez, sur la question, il y a une part de la diaspora qui coopère avec le régime. Il ne faut pas aussi que là-dessus, il y a des réseaux au niveau de la diaspora, des associations qui collaborent avec le régime, qui sont pro-régime, ces associations-là, on ne peut pas les ignorer. Mais dans l'ensemble, s'il faut statistiquement analyser la chose, on se rend compte que c'est un vote sanction et donc il y a hostilité et les gars ne sont pas contents de la façon dont le pays est gouverné. Ils regardent aux indicateurs objectifs. Est-ce qu'il y a des opportunités, tant pour ceux qui sont au pays que pour ceux qui sont à l'étranger? C'est un aspect d'ailleurs que Anno Victor Yada a voulu un tout petit peu élaguer tout à l'heure. Justement, ils se rendent donc compte qu'il y a un problème au sujet des opportunités. Ceux qui sont au pays se plaignent. Ils sont comme en apnée. Ils sont comme asphyxiés. On n'a qu'à regarder aux statistiques sur l'emploi pour se rendre compte que pour Yaoundé Douala qui draine plus de 80% de l'essentiel du budget du pays, là-bas, c'est-à-dire, imaginez un peu la phagocytose budgétaire au niveau des deux mégalopoles, mais c'est aussi là-bas où il y a le taux de chômage le plus élevé et le taux de sous-emploi le plus marqué. Alors, on se pose des questions. Tout cet argent mobilisé est carrément centré au niveau de ces deux pôles. Qu'est-ce qu'on en fait? Eux, de même là-bas, est-ce qu'ils arrivent à avoir des opportunités pour faire profiter au pays de l'expertise et de l'expérience qu'ils acquièrent pendant qu'ils sont à l'extérieur? Vous savez que les expériences ne sont pas toujours joyeuses à ce niveau-là. Plusieurs sont venus ici avec de brillants projets et ils ont eu une déculottée, une énorme déception. Ils se rendent compte que, justement au niveau du pays, on n'est pas dans l'objectivité forcément. On n'est pas dans la recherche fondamentale du bien de tous. Comment on peut venir avec un projet qui fera du bien à tout le monde, qui apportera une bouffée d'oxygène, et quelqu'un vous dit que lui, tant qu'il n'a pas sa part, la logique mapartiste, tant qu'il n'a pas sa part, il ne voit pas l'intérêt de vous laisser prospérer. Or, il est là pour le service de la communauté, le service du pays.
Comment il peut en arriver à de tels comportements? Dès qu'on rentre donc de là, vous voyez donc que le chapelet des griefs va s'intensifier. On va chuter. Voilà. Donc, il y a ça, il y a la situation économique totalement précaire, il faut le dire. Ce n'est pas dire du mal personnellement des gens que de le dire. On interpelle les chiffres et on se rend compte qu'il y a une croissance qui n'arrive pas à décoller. Elle est là, elle est stagnante. Sur 5 ans, on est là à 2,9% de croissance. Ça veut dire que ça ne peut pas impulser le développement que nous voulons et ça ne peut pas satisfaire les attentes des populations à tous les niveaux. Il y a maintenant la question de la pauvreté qui ne fait que devenir de plus en plus marquée. Les villes qui sont insalubres, quand ils viennent ici pour des congés ou des vacances. Incroyable. On se trouve où là? C'est un véritable capharnaüm. Ils ne peuvent pas être contents. Finalement, le rapport avec le pouvoir en place sera un rapport d'hostilité. Donc je préfère d'abord m'arrêter là. Merci Alain Douk. Allons rapidement au niveau de notre messagerie. D'abord le 212, hein. C'est un message qui nous vient du Maroc. Bonjour parfait ici, le mot TP de la modération. C'est lui qui veut retirer la canne au Sénégal. Eyada, pour ceux qui ne le savent pas, Eyada est le papa de la dénonciation. Il était le premier porteur, choisi par Parfait pour porter la voix des 100 voix avec des dénonciations plus insolites les unes que les autres. Ah, Eyada. On veut Eyada pour le vendredi société avec une thématique ayant trait à la sexualité parfaite. On a déjà pris le rendez-vous. Tu seras là, non, tonton Eyada. Il est très fort dans les sujets de sans caleçon. Ce sera véritablement la mort de l'audience en télévision. En passant, peut-on parler de cette histoire de vœux, de chasteté demain à jeudi spiritualité avec un prêtre ou sans, s'il te plaît, parce que je crois que cette chose n'existe pas dans la Bible et je parle sur le contrôle d'Alain Douk. Voici la sagesse du jour. Quand tu fais l'amour à une femme d'une autre nationalité, fais-le bien car tu représentes tout un pays. Dixit les Bafia. À demain 10h. Incroyable. Un autre message, hein. Lui nous vient du plus 20. Le plus 20, c'est l'Égypte. Que dit le téléspectateur de l'Égypte? Salut le panel. C'est vraiment compliqué avec nous, Camerounais. Sur un plateau sérieux, un invité relègue les agissements de la diaspora à partir de 2018. En fait, la diaspora est simplement déçue des dirigeants qui tous ont séjourné, étudié ici et aujourd'hui aux affaires sont incapables de vous donner, vous donnez quoi? Bon, quelqu'un, il continue. Qu'en 2021, chez nous, quel est l'échantillon de la diaspora invitée par les autorités, les vendeuses des piments, alors que c'était l'occasion de vanter les talents des enfants du pays, parmi lesquels les architectes, docteurs, ingénieurs, maires, etc. Bonne journée. Un autre message ce jour, hein, que dit cette téléspectatrice? C'est une téléspectatrice des États-Unis. Bonjour mon grand frère, c'est le Camerounais vivant au Cameroun qui attend encore quelque chose de ce régime. Nous de la diaspora sommes fatigués de faire des courbettes. Nous voulons faire des grandes choses au pays, mais les blocus sont partout. Laissez-nous en paix, gérer le Cameroun. On vous a laissé avec. Tout ce qu'on peut faire maintenant, c'est aider les membres de nos familles. Pour le reste, excusez-nous, on travaille dur chez les Blancs. Ne nous ajoutez plus le stress. Oh là là, c'est une parole vraiment de détresse. Hein. Elle ne veut pas qu'on leur ajoute le stress. C'est une Camerounaise vivant du côté des États-Unis. Un autre message, oui, il y a des vraies tensions. Des éléments montrent un climat tendu entre une partie de la diaspora et le régime. Activisme très critique à l'étranger, à l'instar du groupe des anti-sardinards qui s'opposent ouvertement au pouvoir par des manifestations musclées. Mobilisation contre les élections, appel au boycott, protestation dans les ambassades, dénonciation des irrégularités électorales, contexte politique tendu au pays, opposition affaiblie, accusation de répression et climat post-électoral conflictuel. Un autre message ce jour, que dit ce téléspectateur? Vraiment les Bafia. Tu n'as pas trouvé mieux? Bebela.
C'est une connaissance, hein? Une brave dame. Elle est justement Bafia. Un autre message ce jour. Le problème fondamental entre la diaspora camerounaise et le gouvernement en place semble être lié à une méfiance et un manque de confiance mutuelle. Le gouvernement camerounais a créé une direction des Camerounais à l'étranger, mais les efforts pour impliquer la diaspora dans le développement du pays sont considérés comme insuffisants. Les Camerounais de l'étranger ressentent un sentiment de marginalisation et de désintérêt de la part du gouvernement qui ne semble pas prendre en compte leurs compétences et leurs contributions potentielles au développement du pays. Les autorités camerounaises, quant à elles, semblent avoir des réserves vis-à-vis de la diaspora, la considérant parfois comme une opposition politique. Il y a également des problèmes de communication et de compréhension entre les résidents et les expatriés, avec des préjugés et des stéréotypes qui alimentent les tensions. Le gouvernement a récemment lancé une stratégie nationale pour mobiliser la diaspora, mais il reste à voir si cela sera suffisant pour améliorer la collaboration entre les deux parties. Ça, c'est mon point de vue. Acteur Maltador. Acteur Maltador. Ton point de vue est pertinent, hein? Et je vais poser la question justement. Une autre question à Arnaud Victor. Arnaud Victor, le fait justement pour ce pays, je ne veux pas du régime, d'accepter, entre guillemets, cet état de choses, se regarder en chaîne de faïence avec sa diaspora, est-ce que nous ne perdons pas en expertise? Parce que, quoi qu'on dise, il y a une bonne partie de la diaspora qui a de l'expertise dans plusieurs domaines. Non, même quand un Camerounais n'a pas fait des grandes études, quand il sort, il sait non seulement s'adapter, il sait supporter, il sait même se surpasser. Tout à fait. Moi, je connais des gars au Canada qui me disent qu'ils travaillent 3 fois par jour, c'est-à-dire il a 3 employeurs en une journée. Il a 3 employeurs, c'est-à-dire lorsqu'il a fini ici de telle heure à telle heure, il va là-bas. Ça, il faut être Camerounais. Tout à fait. Alors donc, je pense que, puisque on nous a fait comprendre en philosophie qu'après Dieu, c'est l'État, l'État devrait jouer le rôle d'arbitre à ce niveau. Pour le téléspectateur de l'Égypte qui s'est appuyé sur ce que j'ai dit par rapport à 2018, il faudrait qu'il sache que les problèmes de la diaspora sont là depuis longtemps, mais la prolifération des réseaux sociaux est venue sortir au goût du jour. Ce qui faisait des sous-cap. Vous avez utilisé des expressions là ou d'autres anti-sardines. Voilà, je préfère ne pas les utiliser. Mais enquête faite, il est prouvé aussi jusqu'ici que beaucoup de nos confrères tapis dans l'ombre dans la diaspora ont financé certaines crises dans le pays. Les faits sont là. On a commencé à mettre la main sur certains. Les noms sont connus. Je me réserve de les citer parce que je ferai leur publicité. Ce sont des faits. Sur les réseaux sociaux, on peut aisément observer 2 catégories de nos diasporas. Et je vais encore m'appuyer sur les élections de 2025. Il y a une diaspora radicale qui ne veut rien entendre de la gestion actuelle du pays. C'est-à-dire tout ce que le régime fait, que ce soit bien ou mauvais, pour eux c'est noir. C'est-à-dire à longueur de journée, c'est de faire des posts et des publications qui montrent à suffire que c'est noir, c'est mauvais, c'est la mort, c'est le deuil, c'est ça. Ça a créé une autre diaspora qui veut être le contrepoids de celle-ci, avec des gens qui encensent aussi à tout bout de champ. Et ça met finalement le Camerounais dans l'impasse. C'est-à-dire entre ceux qui ne reconnaissent pas que quelque chose est parfois bien fait et ceux qui ne reconnaissent pas que parfois c'est mauvais, on se retrouve dans l'imbroglio. Bon, Dieu merci pour eux, ça peut leur faire. Est-ce qu'on n'est pas seulement tombé dans une affaire de gants? Et comme vous parlez également des réseaux sociaux, et vous étiez en train de vouloir le dire, ça fait partie des vues. On m'a également fait comprendre qu'il y a ce que vous appelez maintenant la monétisation de ces comptes-là sur les réseaux sociaux. Voilà, ça leur donne de l'argent. Voilà, malheureusement. Et moi, je ne vais pas en vouloir à ceux qui se prennent de l'argent, qui prennent de l'argent. Alors, est-ce qu'il est fort possible qu'au niveau de tes plateformes digitales, si tu insultes au quotidien le régime, ta page peut être fortement monétisée. Mais les exemples sont là, moi je ne vais pas citer de noms, pour le respect que j'ai pour eux. Et moi je dis bien, je comprends chacun dans sa logique, même comme je n'épouse pas. C'est-à-dire je n'épouse pas cette diaspora, et même ces Camerounais qui sont dans le radicalisme acerbe. Et je n'épouse pas également ceux qui encensent. C'est-à-dire parfois nous on voit que c'est noir, mais quelqu'un réussit à vous dire que c'est blanc. Il y a des choses que nous devons reconnaître, parce que c'est là. Quelqu'un a parlé des poubelles ici, c'est un fait. Dit que
Yaoundé est pollué n'est pas détruit le régime. Mais dire que Yaoundé est très propre, c'est encore plus dangereux que de ne pas le dire. Alors maintenant, il faudrait que l'État, qui doit donc jouer le rôle d'arbitre, saisisse la pêche et qu'il fasse asseoir les deux clans, puisque tous sont des enfants d'un même pays. J'ai bien défini la définition de... J'ai bien défini, autant que moi, j'ai bien défini diaspora ici en disant conserver les liens politiques, économiques et culturels avec son pays d'origine. Alors si l'État réussit à s'asseoir et de faire asseoir ce qu'on peut déjà qualifier de clan aujourd'hui et de donner des facilités à ceux-là qui peuvent venir investir au Cameroun, je pense bien que le président, je ne sais pas, c'est lorsqu'il prêtait serment, a parlé de certaines facilités où on devait mettre un peu d'eau dans le moulin de l'administration pour adoucir, pour permettre aux Camerounais de s'épanouir. Moi, je pense que des initiatives comme celle-là sont possibles. C'est possible de réunir les Camerounais, malgré que ça chauffe actuellement. Mais on est malheureusement tombé dans une affaire où chacun tire son profit. Vous avez parlé de la monétisation des pages et tout, mais moi, je pense que qu'il s'agisse, je vais me résumer, des Camerounais qui sont restés radicaux et de ceux qui encensent à tout vent, parce qu'ils cherchent quelques straponteurs, il y a quelque chose qu'on peut sauver. Et ce qu'on peut sauver, c'est le Cameroun. Qu'on trouve des moyens pour faire asseoir tous les Camerounais. Je ne peux pas parler de cet exemple. Allons-y. D'un Canadien, qu'un Camerounais qui vit au Canada, qui me racontait une histoire qu'une jeune fille est décédée récemment au Canada. Pour ramener le corps à Yaoundé dans sa famille, on demandait 17 millions de francs. Mais ils ont créé une plateforme des Camerounais là-bas. Quand tu es inscrit et que tu cotises régulièrement, on ramène ces 18 millions à 2 millions de francs. Voilà donc des Camerounais de la diaspora qui font des choses à accepter. Il y a notre frère qui vient souvent sur ce plateau, M. Bilan, qui a créé l'initiative Give Back to Mama, qui a passé presque toute sa vie au Canada, qui crée des grands forums au Cameroun. On fait souvent ça, je crois, avec le concours du Minerex, je ne sais pas trop quoi, où on encourage les jeunes à entreprendre. Ils financent même des projets des jeunes ici. Voilà une diaspora concernante. Je pense même que ceux qui se radicalisent là, se sont radicalisés parce qu'ils ont peut-être essayé et ça n'a pas marché. Il faut peut-être tendre la main à une certaine diaspora, retrouver l'équilibre juste pour qu'on ait cette diaspora également qui contribue efficacement au développement du Cameroun, comme ça se passe dans des pays comme le Nigeria et ceux que je peux citer ici. Oui, notamment, comme vous l'avez dit, l'Afrique de l'Ouest, le Mali, le Sénégal. Docteur Essala, à un moment donné, je pense que c'est un téléspectateur ou bien Eyada qui le faisait comprendre tout à l'heure, est-ce qu'il n'est pas question de mettre l'intérêt supérieur de la nation en avant et de laisser de temps en temps nos égaux, nous parlons là des entités, que ce soit l'ordre gouvernant ou alors maintenant ceux qui sont considérés comme de la diaspora, dans cette folle bataille, où est-ce que nous mettons l'intérêt supérieur de la nation? Monsieur Parfait, ici, c'est la République camerounaise qui est dans la rue. Ah bon? Il faut le dire. Parce que lorsqu'on observe le spectacle qui se passe avec nos compatriotes qui sont de l'autre côté, de leur manière d'exprimer leur mécontentement, je suis très mal placé pour leur donner des leçons. Et comme je l'ai dit dans mon propos précédent, je les comprends très bien. C'est des personnes qui sont en rupture de banque totale avec le régime et ils ne veulent plus entendre parler. Vous comprenez qu'ils puissent brûler le drapeau? Non, pas du tout. Pas du tout. Vous comprenez donc quoi? Je comprends leur frustration, je comprends les émotions qu'ils peuvent manifester, mais je n'ai pas dit que j'accompagne les excès qui s'en suivent souvent. Le fait de dire que vous les comprenez très bien, on peut vous prendre comme complice, qu'on a brûlé les ambassades. Comprendre la logique qui les anime, ou le sentiment qui les anime, ou l'assentiment qui les anime, d'abord provient du fait que chaque régime a ses opposants, chaque régime a ses partisans. Eux, ils se sont rangés dans le registre des opposants du régime. Et ils doivent brûler les ambassades? Non, non, pas du tout. Monsieur Parfait, je n'ai pas dit qu'il doit brûler les ambassades. Vous dites donc quoi? J'ai dit ceci. Il est très difficile aujourd'hui de ramener ces personnes à la raison avec les intermédiaires de la République actuelle. Parce que ces personnes, à la diaspora aujourd'hui, n'ont plus envie de voir l'élite dirigeante politique actuelle au Cameroun. Quand vous essayez de lire leurs lives, leurs commentaires, leurs publications qu'ils font, vous comprenez que c'est des personnes qui ne veulent plus rien entendre parler. Et c'est le Cameroun qui perd. Le Cameroun perd dans quel sens? Vous voyez tous les jours, les Camerounais aller au niveau des aéroports, tout le monde veut partir, tout le monde veut s'expatrier. Lorsque quelqu'un prend peut-être sur lui de partir de ces pays dans des conditions parfois clandestines et se retrouve là, vous pensez qu'il va avoir un discours enjolivé pour le Cameroun? Je ne pense pas. C'est quelqu'un qui va... Donc le Cameroun même crée ses opposants, on crée des conditions d'hostilité pour les citoyens de demain parce qu'on ne fait rien ou on ne fait pas assez pour que les Camerounais se sentent à l'aise. Vous avez des Camerounais comme par exemple des personnalités comme Richard Bona aujourd'hui, qui dit qu'il n'est plus Camerounais, mais quand vous le voyez faire, vous sentez qu'il est Camerounais. Il a mal de voir comment le pays est aujourd'hui gouverné.
de voir comment les choses sont en totale stagnation. Et comme il n'y a même pas de volonté de changement, à travers tout ce qu'on peut voir, aucune dynamique ne montre. Est-ce qu'on a retiré la filiation camerounaise à Richard Bona? La loi camerounaise dit lorsque vous contractez une autre nationalité, vous la perdez. Donc de fait, il n'est plus camerounais. C'est-à-dire selon la loi, mais nous savons aussi que... Quand tu répondais que dur Alex, c'est l'ex. La loi est dure, mais c'est la loi. Oui, mais quand nous sommes des hommes, nous devons créer des conditions d'aménagement pour que l'individu qui est au-dessus de la société, l'individu... Si Richard Bona revient dans ce pays, qui va le chasser? Bon, moi, je ne connais pas son agenda. Il est difficile pour moi de prévoir ou de dire ce qui pourrait se passer éventuellement. Richard Bona est un valeureux Camerounais. Il n'a qu'à revenir quand il veut et comme il veut. Richard Bona sait très bien que s'il vient ici, personne ne va le chasser. En tout cas, pas moi. Bon. De toutes les façons, ce n'est pas de lui que nous sommes venus discuter ce matin. Je voulais chuter en disant ceci. Vous avez parlé des gains et des pertes. Oui. C'est le Cameroun qui perd énormément. Pendant que nous sommes là à parler des affaires diaspora, des tensions avec le gouvernement, ailleurs, on parle de technologie, on parle de sciences, on parle de construction. Tout à fait. Mais nous sommes encore en 2026 à parler soit des questions de tribalisme, soit des questions de brigade, ceci, soit des questions de antipatriotes ou Sardina et consorts. Ça nous apporte quoi, M. Parfait, avec tous les talents que les Camerounais ont de par le monde entier. De par le monde entier, dans tous les domaines, que ce soit en médecine, en architecture, j'en passe. Mais on ne se focalise pas à ça, à se contenter tous les jours de parler des divisions internes, des divisions externes, des tensions entre le gouvernement et les consorts. Ça ne nous gagne à rien, ça ne nous apporte rien du tout. Voilà aujourd'hui une actualité, l'histoire du monde est en train est au tournant. L'actualité qui se déroule entre les États-Unis et les pays du Moyen-Orient. Quelle est la position de l'Afrique, quelle est la position du Cameroun? On ne voit pas. Ça dit nous sommes comme un grain de sel. Le Cameroun devrait donner sa position. Non, pas donner une position. C'est pour démontrer qu'aujourd'hui, les nations, ou les grandes nations qui veulent se faire respecter ou qui se feront respecter demain ou après-demain, sont des nations qui travaillent la technologie, qui travaillent sur la science, qui travaillent sur l'industrialisation pour pouvoir opposer un rapport de force éventuellement le moment venu. Mais pendant que les autres travaillent sur ça, nous sommes là à parler des divisions, nous sommes là à parler des questions de tribalisme qui ne nous apportent absolument rien du tout. Voilà pourquoi, pour revenir dans le sujet, la diaspora camerounaise et le gouvernement se regardent en chaîne de faïence. C'est le Cameroun qui perd, c'est le Cameroun qui gagne du retard. C'est le Cameroun qui perd donc, et c'est le Cameroun qui prend vraiment du retard. Et Yéya Aloïse, je reviens à vous, sachant toujours que votre leader, le leader du MP3 lui-même est un produit de la diaspora. J'espère qu'avec le MP3, on fera des merveilles pour que cette diaspora-là soit à nouveau acceptée de manière convenable. C'est vrai, vous semblez défendre cette diaspora, mais en même temps, est-ce que dans une négociation, chacune des parties ne devrait pas accepter perdre quelque chose? Bien sûr, il faut faire des compromis, peut-être du côté de la... Et non des compromissions. Et non des compromissions, voilà. Merci. Peut-être du côté de la diaspora, il va falloir être moins radical. Éviter toute exaction, mais trouver d'autres voies et moyens pour se faire entendre. Et peut-être du côté du gouvernement, du moins du pouvoir en place, il sera donc question d'adopter une autre stratégie de pouvoir faire venir nos frères et sœurs qui se sont radicalisés à la table des négociations. Mais cela passera par l'établissement d'une atmosphère de confiance. Établir un atmosphère. Malheureusement, nombreux de nos frères de la diaspora n'ont plus confiance dans nos institutions et à ceux qui les incarnent. Alors, comment établir véritablement ce dialogue-là? Comment pouvoir ramener nos frères et sœurs de la diaspora à la table de négociation avec un système qui ne fait que perdurer et qui continue à s'immortaliser au pouvoir? Peut-être il y a lieu de penser futur, parce que nous perdons, c'est le Cameroun qui perd. On a un système, par exemple, on a des grands chercheurs dans des universités en Occident qui font vraiment, qui produisent la science, qui travaillent vraiment dans les autres sphères de la science, dans les universités en Occident. Mais nous avons un système éducatif au Cameroun qui tarde vraiment à produire des Camerounais qui peuvent être autosuffisants, qui peuvent vraiment contribuer efficacement au développement du pays. Alors, au MP3 par exemple, notre stratégie, on aimerait inclure sur une forme d'échange ces professeurs-là, ces chercheurs d'élite
qui se sont exportés ou alors qui sont formés à l'extérieur, nous allons les ramener au pays, peut-être dans des, non, ça c'est, il y a des ententes, il y a des compromis, il y a des arrangements, c'est pas toujours. Quel genre d'arrangement faire en sorte que moi je gagne 5 000 € du côté du Canada et au Cameroun vous allez me donner 250 000. Quel est l'arrangement qui pourrait Monsieur aider à cela? Monsieur Parfait ici, laissez-moi vous dire qu'il y a beaucoup de Camerounais vivant à l'étranger qui ne se soucient plus de l'aspect pécunier. Ils sont nourris par le désir de contribuer efficacement au développement de leur pays. Même s'il faut venir mourir de faim au Cameroun. Déjà, ils n'ont pas faim. S'ils viennent faire 3 mois dans un programme bien établi par le gouvernement, un programme d'échange, il vient faire 3 mois à l'université, il rentre. Il aura contribué efficacement à établir un système qui pourra produire demain des personnes qui peuvent impacter positivement dans le développement du pays. Vous avez parlé tout à l'heure du président du MP3, M. Samuel Hiram Yodi, qui a été formé justement à l'Occident et qui est parmi ces jeunes-là. Et ce n'est pas le seul cas au MP3. Il y a plusieurs, vous avez eu l'occasion de recevoir ici dans votre plateau, je pense, il y a plusieurs de ces jeunes-là qui ont décidé de revenir au pays pour venir contribuer efficacement au développement de notre pays. Mais comme l'a dit le consultant, il se heurte parfois à des conditions vraiment peu orthodoxes. Tout le monde veut sa part, mais il n'arrive pas à avoir d'impact réel sur l'économie de notre pays. On va jeter. À cause justement de ces blocus-là. Donc nous pensons vraiment que la diaspora peut toujours revenir à la table de négociation s'il y a vraiment, dans le camp d'en face, des institutions qui regorgent de la confiance, qui sont prêtes à leur donner la possibilité de s'exprimer efficacement au développement du pays. Merci. Le monsieur du MP3, monsieur Eyeya Aloïse, dit qu'on peut mettre sur pied des mécanismes pour que cela revienne, pour qu'on puisse bénéficier de leur expertise. Mais malheureusement, Alain Douk, nous sommes dans une situation où nous sommes en rupture de confiance. Certains de la diaspora ne font plus confiance au régime et le régime ne fait plus aussi confiance à certains de la diaspora. Alors, est-ce qu'il ne faut pas d'abord résoudre cette crise? Parce que c'est une crise. C'est une profonde crise. Elle a donc le désavantage d'être relativement complexe. Je vais revenir sur certains points parfaits. Il ne faut pas qu'on centralise des épiphénomènes, des phénomènes périphériques, parce que je vous assure, lorsque vous parlez de la véritable diaspora camerounaise, allez même lire des articles consacrés aux problématiques de diaspora dans le monde ou en Afrique, le Cameroun est positionné parmi les pays africains ayant les migrants les plus compétents. Ouais. Allez lire les papiers de recherche là-dessus. Donc, la diaspora que vous voyez s'agiter sur les réseaux sociaux ne représente pas la vraie diaspora camerounaise. La respectée diaspora camerounaise. Quand vous voulez parler de la diaspora camerounaise, mais l'État, si on a un gouvernement qui a une véritable vision, il n'y a même pas de compromis à faire puisque c'est gagnant. Sans considération politicienne, parce que c'est la politique politicienne qui vient de tout gâcher. Dès qu'on la mêle, c'est terminé. C'est terminé. La vision est biaisée, etc. On a tout à y gagner. Vous commencez à voir, dans le secteur de la recherche, qui est-ce que nous avons là-bas? Dans le secteur administratif, dans les pays les plus influents, le secteur de la diplomatie, qui avons-nous? Dans le domaine des places financières et bancaires, les grandes organisations, c'est de ça, c'est de vos ressources à l'extérieur que vous utilisez. Par rapport à la prospective que vous avez vous-même de votre propre développement, vous commencez à les utiliser comme des pions sur l'échiquier pour le bien de la nation. Or, pour le moment, justement, il n'y a pas confiance. Et il y a parlé du maintien du lien. Le lien, mais le lien aussi se maintient par une volonté assumée, délibérée, stratégique de construire un lien. C'est de ça qu'il s'agit d'abord. Et justement, la diaspora n'a plus confiance. L'État, moi je ne parlerai pas de confiance, l'État ne veut pas. Le gouvernement ne veut pas, mais la diaspora, elle n'a pas confiance, mais l'État, lui, ne veut pas. Parce qu'il perçoit cette diaspora comme une menace. Toujours sur des considérations totalement politiciennes et non stratégiques et prospectives pour le bien global de la nation. C'est ça le problème. Maintenant, il faut une communication saine. La communication, elle est fondamentale lorsqu'on veut maintenir les liens. Et vous savez que la communication, elle est là, c'est la réalité, hein, indéfectible, inexorable, dans toute forme
d'organisation ou de relations humaines, vous le savez. Alors, il faut une communication donc qui repose sur la volonté. Non seulement sur la volonté, mais sur la vérité. C'est le mot, la vérité. Or, là, on a l'impression que la vérité est totalement essorée désormais de nos réalités. On va chuter. C'est-à-dire que, est-ce que le discours politique est celui de la vérité? Est-ce que le système politique du pays, électoral du pays, c'est celui de la vérité? Vous ne pouvez pas entretenir le lien au travers d'une communication mensongère. Donc, dès qu'on en arrive là, les gens se désolidarisent, puisqu'ils disent, ben, vous êtes en train d'insulter notre intelligence, il y a des choses qu'on ne peut pas admettre, parce que le discours qui est tenu n'est pas celui de la vérité. Vous n'allez pas créer une altère-réalité quand on sait quelle est la vérité en réalité. Donc, ça n'aide pas et ça rend donc les rapports d'autant plus conflictogènes ou conflictuels. Et on en est donc à ce que tu décris. Et là, il faut simplement une volonté politique dépouillée de toute velléité politicienne pour dire ce sont des enfants de la République. Agissons dans le sens de préserver l'intérêt commun. Et vous allez voir que tout ce qui nous semble être des obstacles, ça va commencer à tomber. Parce que le problème, c'est qu'on pense d'abord à soi, aux prébendes, aux avantages particuliers, à ma part, au lieu de penser le pays dans tout ce que son potentiel à l'extérieur a possiblement à donner. C'est ça le problème. Bonjour Perfecto, le maestro de la modération. S'il te plaît, j'ai une préoccupation. Je voudrais savoir s'il y a un verset biblique qui interdit le mariage. Il met entre parenthèses la sexualité aux prêtres et aux sœurs. Et si oui, lequel? Aucun. Okay, merci, c'est André depuis Berthois. André, toi, tu sais qu'il n'y en a pas. Aucun. Voilà. Alors, si tu vas aller... Puisque dès la Genèse, le Seigneur dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Si tu veux y aller détourner une sœur là-bas, il faut y aller. Un autre message qui nous arrive à l'instant, c'est un message qui nous vient du plus 33, c'est la France. Bonjour Perfecto, il convient de s'interroger sur le concept de diaspora, ou plutôt de diaspora. La différence c'était laquelle? C'est sémantique. Il met diaspora avec au S singulier et diaspora avec S. En effet, les parcours qui ont conduit nos compatriotes en Europe sont multiples et variés. Certains ont traversé la Méditerranée à la nage, poussés par des raisons politiques, tandis que d'autres y sont arrivés pour des raisons professionnelles ou académiques. Cette différenciation est essentielle car elle permet de comprendre les positions et les perspectives des uns et des autres sur le terrain. Il est d'ailleurs intéressant de noter que le gouvernement semble craindre la diaspora, ce qui se traduit par un blocage de la mobilité sociale pour les habitants de Tanga Sud et une reproduction sociale évidente pour ceux de Tanga Nord. La diaspora, avec son lot de compétences, fait peur et le vrai conflit, c'est avec les enfants de Tanga Nord. C'est Dr Fabio Tama qui envoie ce message. C'est parabolique. Bonjour, bonjour à toi Dr Tama. Un autre message ce jour. Bonjour mes lampadaires. Wonderful. La diaspora militante ne débute pas en 2018. Ils sont balle au pied avec Yada ce matin. Le mal-être du pays est une évidence et les griefs formulés par notre diaspora sont bien fondés, même si l'approche d'expression est bien discutable. Ils sont vraiment frustrés parce que malgré ce mal-être, le régime veut s'éterniser. S'éterniser pour faire quoi? Profiter des privilèges du pouvoir ou bien servir le peuple? Non, ce régime ne veut pas servir le peuple. Notre diaspora est très critique de façon virulente parce qu'elle n'a pas faim. Elle se sent libre et ne cautionne pas ces dérives du régime du 80. Notre gouvernement a plus à gagner en allant négocier avec cette diaspora. Le pays va très mal, Perfecto. C'est Félix Nyingé de Mendon qui envoie ce message. Le pays va mal. Bonjour, Perfecto. Maintenant, comme... Il faut laisser Yada tranquille, vraiment. Et Yada n'est pas venu là aujourd'hui pour ça. Et je saute. Pourquoi tu mets le sable dans le tapioca de Yada? Alors, bonjour, parfait. Et à tout votre panel, l'OJPP, c'est l'organisation de jeunes de Petit Paris, qui est un quartier de la ville de Kribi. Je vous réponds sur la question de la dernière fois.
La question de la dernière fois, c'était quoi? Parlant de la dénonciation. Parlant de la dénonciation, il n'y a aucun verset dans la Bible qui demande aux hommes et aux femmes de Dieu de ne pas enfanter. C'est une question purement radine. Un prêtre bien connu au pays avait dit que l'Église catholique a établi ça parce qu'il ne voulait pas trop s'occuper des femmes des prêtres après leur mort. Donc c'est purement économique. Moi, perso, je ne comprends pas trop pourquoi un prêtre doit bénir un mariage alors que lui-même n'est pas marié. Maintenant, pour la thématique du jour, la diaspora du Cameroun a été beaucoup chosifiée et marginalisée par le régime en place et c'est un peu ce qui a créé cet état de choses. Tous les pays du monde ont besoin d'une diaspora participative pour le développement du pays et c'est pourquoi dans certains pays, la diaspora prend ce qui est bien en Occident pour venir l'implanter dans leur pays. C'est Jean-Claude d'Archeville depuis Yaoundé. Peut-être que vous avez des liens avec l'Europe. Alors, prenons cette autre contribution que dit le téléspectateur. Bonjour, Perfecto, et à ton panel. Si le gouvernement veut un changement avec la diaspora, qu'il admette la double voie, triple nationalité pour tous. C'est Monsieur Focho à Douala qui envoie cette contribution. C'est une pluie de contributions. Malheureusement, nous sommes arrivés au terme de ce programme. Je vais dire merci à Monsieur Yeya Aloïse du MP3. Merci à Dr Essala qui est sociologue. Merci à Arnaud Victor Yada qui est revenu nous dire bonjour à sa manière dans le cadre de cette production. Alain Douk était également sur la place. Ne ratez pas la rediffusion de ce programme. C'est tous les soirs à partir de 22h30 avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs?